veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Bonjour, aujourd'hui sur Bonheur TV, je reçois des personnes d'exception. Je reçois Désirée Belaïch, qui est présidente de l'association Néapolis qui travaille pour la paix. Je reçois Inda Djeridi, qui est animatrice de radio, de télévision et qui est aussi naturopathe. Et je reçois Néo, qui est le fondateur, l'animateur, le directeur de Radio Morpheus qu'il a créé. Voilà, et nous allons parler de l'image de soi, parce que l'image de soi, c'est vraiment là-dessus que se joue le succès ou l'échec de tout être humain. Et donc on va avoir une conversation très approfondie sur ce sujet-là. Et voilà, moi ça vient du fait que toute petite, quand j'étais, je sais pas, j'avais 3 ans, 4 ans, je me suis rendu compte que les gens, quand ils parlent, ça peut vous faire beaucoup de bien, ou alors vous avez envie qu'ils sortent de chez vous et ne pas les avoir dans votre environnement. Et donc je me suis aperçue très tôt que la parole était le véhicule d'une énergie qui peut faire soit du bien, soit du mal. Et un jour je racontais ça, c'était en 2012, lors d'une émission de radio. Et il y avait Claude Pinoteau, le grand réalisateur Claude Pinoteau, et je lui ai dit que toute mon œuvre, tout ce que j'ai fait, aussi bien dans mes chansons que dans mes écrits, que dans tout ce que j'ai fait, c'était pour transmettre cette vérité que la parole crée, que la parole forme les choses dans le monde, et que cela nous a été dit depuis la nuit des temps, mais qu'on n'y fait pas attention. Et que comme ce sont des automatismes, ça sort naturellement de nous, sans prendre garde au fait que ça va créer notre futur. Et donc, Claude Pinoteau répond, oui, en fait, vous donnez de l'amour. Et moi, j'avais jamais réalisé ça, en fait, que c'est la parole qui est véhicule d'amour. Et que, en fait, quand les gens vous aiment, normalement, naturellement, ils vont soutenir la personne qu'ils aiment. Normalement, je dis bien parce que quelquefois c'est pas comme ça que ça se passe. L'amour, c'est révéler à l'autre ce qu'il a de meilleur dans la plus haute expression de lui-même. Voilà, donc on va parler de ça, de cette image de soi sur tous les niveaux. Et puis je vais vous demander à chacun, par exemple Inda, qu'est-ce que tu en penses? Toi, en tant que naturopathe, tu dois voir des gens qui viennent avec une image de soi un peu abîmée. Comment tu t'y prends? Comment tu leur parles? Alors oui, c'est vrai, Hélène. On va dire presque 80% des gens qui viennent me voir ont un manque de confiance en eux. Ils ont une mésestime d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Et donc c'est énorme. Et après, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes dans leur vie, que ce soit au travail ou pas. Et ce qui est important, c'est vraiment de leur parler avec compréhension, avec douceur, avec amour, et leur permettre de comprendre qu'ils sont en eux, qu'ils ont en eux tout cet amour, qu'ils doivent se reconnecter avec eux-mêmes, ça aussi c'est très important, et qu'ils doivent comprendre que sans cette reconnexion avec leur être intérieur, leur être divin, leur être d'amour, ils ne peuvent rayonner. Donc il est important, cette reconnexion, cette guérison avec eux-mêmes doit se faire, mais à travers justement cette rencontre avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont tendance à faire trop attention à ce que disent les autres. Malheureusement, et c'est ce qui cause des dégâts, parce qu'ils sont complètement anéantis. Ils l'entendent. Ils l'entendent et ils ont l'impression, en fait, ils se dévalorisent énormément. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Ils ont l'impression que, en fait, ils ont ce côté de mal-être. Ils ne s'aiment pas du tout. Je leur pose la question, alors, est-ce que vous vous aimez? Non, pas du tout. Est-ce que vous voulez changer? Mais non, je ne vais pas y arriver, c'est difficile. Vous voulez y arriver? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas appris. En fait, j'ai pas appris. C'est toujours une question d'éducation. On est sur la chaîne de l'éducation à la paix. Voilà. Donc, ils n'ont pas appris à s'aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pensent qu'en s'aimant, on est trop égocentrique, on est dans le narcissisme, alors que pas du tout. S'aimer, c'est avant tout s'aimer avec humilité. C'est vraiment s'aimer dans l'amour inconditionnel, sans jugement. S'aimer, c'est se donner, se respecter, et se donner la chance de pouvoir être heureux. Ça aussi, c'est important. Donc, à travers justement cette rencontre avec les personnes qui viennent me voir, c'est vraiment de leur donner beaucoup de bienveillance et de leur dire « Vous êtes le champ de tous les possibles, tout est en vous. Vous pouvez y arriver.
Mais il faut avant tout s'aimer. On ne peut pas y arriver, mais on ne peut pas déjà donner à l'autre si on ne se donne pas à soi-même. Et alors, tu leur donnes des recettes pour s'aimer? Parce qu'en fait, ils ont reçu un jugement négatif. Alors, et ils sont restés sur ce jugement. Exactement. Alors, je parle toujours de programmation. Tout ça, ce sont des programmations. La plupart du temps, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Donc, par exemple, leurs parents, leurs propres parents eux-mêmes ne leur ont pas dit « je t'aime », ne leur ont jamais dit aussi « tu es une belle personne, tu vas y arriver ». Ils ont toujours eu des jugements négatifs. Donc ils ont grandi avec ça et ils ont transmis ça aux générations futures. Et en fait, ce qui est important, c'est de déprogrammer ça. Et comment on déprogramme tout ça? C'est ça qui est intéressant. Justement, on déprogramme tout ça avec un travail. Bon, je travaille beaucoup au niveau de l'inconscient. Donc je permets beaucoup à la personne de respirer, de méditer. Et par la parole, les mots, la douceur des mots, de l'amener justement à se reconnecter avec elle-même. C'est-à-dire de voir ses qualités, de voir ce qu'elle a réussi. Mais surtout aussi de voir cet enfant intérieur qui est blessé la plupart du temps et de lui donner l'amour nécessaire pour que cet enfant puisse rayonner et grandir. Donc à travers justement des séances de méditation, des séances de relaxation, des séances de prise de conscience de qui elle est réellement. Parce que ça aussi, la plupart des gens ne se connaissent pas. Ils ne savent pas. Pas du tout. Donc il a toujours beaucoup dans le non-jugement, hein, ça c'est important, dans le non-jugement, de comprendre justement, de lui dire, bah voilà, prends une feuille, écris-toi une lettre. Écris-toi une lettre, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette petite fille qui est en souffrance ou à ce petit garçon qui est en souffrance? Dis-lui tout ce que tu veux lui dire. Et dis-lui aussi le côté positif et négatif. Mais à la fin, c'est un peu comme, j'aime beaucoup cette méthode un peu Ho'oponopono, le fait de dire je t'aime, pardonne-moi, je te pardonne. Et en fait, à la fin de dire ça, voilà, dis-toi que tu t'aimes, pardonne-toi. Oui, c'est un regard bienveillant sur soi-même. Voilà, c'est un regard bienveillant sur soi-même, mais c'est surtout aussi prendre conscience, parce que lorsqu'on sort les mots, on les écrit, ça se matérialise au niveau de la feuille qui était blanche, on les voit, et bien en fait, là, il y a une prise de conscience. Ça agit sur le subconscient. Donc, je lis. Et quand je lis cette feuille, je prends conscience que j'ai fait ressortir de mon subconscient mes souffrances, mes émotions toxiques. Parce que nous nous autodétruisons tous, nous-mêmes, en réalité. Et donc, en fait, je lis. J'ai une prise de conscience. Mais ça ne suffit pas. La prise de conscience seule ne suffit pas. Après, il faut faire un travail d'acceptation. J'accepte. Oui, je suis comme ça. Oui, j'ai été programmée comme ça. Au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai le droit d'être heureuse. Oui, j'ai le droit d'être aimée. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, je lâche prise. C'est en 3 phases. Prise de conscience, acceptation, je lâche prise. Ça peut prendre du temps chez certaines personnes parce que les programmations, en fait, tout dépend des personnes et de l'éveil de conscience de chaque personne. Et de vouloir guérir. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont peur de l'inconnu. Alors que pour moi, à chaque fois, je leur dis, l'inconnu, c'est le champ de tous les possibles. C'est là où il y a les synchronicités, les belles rencontres. Plus je me reconnecte à mes vibrations, et dans ce cas-là, je déprogramme des énergies toxiques, plus donc les vibrations augmentent, et plus je rencontre d'autres personnes. Et les anciennes personnes qui n'étaient pas bonnes pour mes vibrations partent. Voilà, et je rencontre de nouvelles personnes. Et c'est ce qui est important, c'est vraiment cette reconnexion. Mais comme ce que tu disais, les mots sont très importants. Ils sont vibratoires. Les mots sont riches de guérison et aussi d'autodestruction. Mais encore une fois, le plus important, c'est vraiment de permettre à la personne de s'auto-guérir parce qu'elle est le champ de tous les possibles et qu'elle a tout en elle-même. Donc nous, on accompagne. En tant que naturopathe, j'accompagne, mais je ne guéris pas la personne. C'est la personne qui accepte de s'auto-guérir. C'est ça le plus important. En fait, ils ont reçu un jugement négatif et ils se le répètent. Voilà, exactement. Donc ça fait c'est un modèle mental qui se perpétue. Mais c'est une programmation négative. Alors je leur dis, voilà, vous prenez une feuille, vous écrivez le mantra que vous voulez, mais un mantra positif. C'est-à-dire 4 phrases, mantra positif que vous allez répéter tous les jours. Ou alors vous l'accrochez et vous le répétez. Ça veut dire quoi? Je m'aime, je suis quelqu'un de bien. Voilà, et elle le lit tous les jours. En lisant tous les jours, en fait, qu'est-ce que va faire l'ego? Il va être endormi puisqu'il va dire « Ah, ben c'est bon, j'ai plus besoin de répéter puisqu'elle répète toute seule. » Donc, il pense
qu'elle se programme négativement, alors qu'en réalité, elle reprogramme. C'est une reprogrammation cellulaire et inconsciente positive. Et c'est comme ça qu'on pourra justement arriver à reprogrammer la personne et que la personne elle-même pourra rentrer dans le processus d'auto-guérison. C'est parfait, tu as dit l'essentiel. Et toi, Désirée, que penses-tu de ça? Elle a tout dit. Elle a tout dit. La seule chose qui me... tu as démarré, et moi je pense qu'il y a quelque chose qui précède ce que tu préconises, c'est déjà la connaissance de soi. Exactement. Se connaître, apprendre à être. Qui suis-je? Et je pense que ce passage, c'est la priorité, c'est d'abord bien se connaître, connaître ses faiblesses, ses forces, et à partir de là, pouvoir travailler pour le futur positif. Pour moi, le passage le plus important, c'est apprendre avant à se connaître. Qui je suis. C'est ça, mais l'enfant, il a reçu des messages. Il a reçu des messages. On lui a dit, tu es ceci, tu es cela. Mais non, il faut que lui se rende compte de qui il est. Il pense que c'est vrai, il n'a pas de protection par rapport à ça. C'est pas ce que l'on a reçu et avec lequel on véhicule cette image. C'est qu'est-ce que je suis en réalité, pourquoi je suis comme ça. Et puis l'analyse commence déjà à ce moment-là. Pourquoi je réagis comme ça? Oui, c'est vrai, ça vient de loin. Mais à partir du moment où on réalise qui l'on est, on peut corriger le reste. Et toute la technique qu'avance Inda est la bonne, c'est celle qu'il faut après. Mais le démarrage, c'est vraiment cette analyse qui précède. Qui suis-je, d'où je viens, pourquoi je réagis comme ça, quels sont les tics, si l'on veut, que j'ai pris, etc. Et je me connais. Je réagis, j'ai cette impulsivité, j'ai telle et telle réaction, et je sais pourquoi j'ai telle et telle réaction. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, on est défini, ce qui nous donne une image de nous-mêmes, qui n'est pas forcément la bonne, et qui peut être une image détruite complètement, puisque c'est très facile. Parce que, bien sûr, ça se fait dans l'enfance. Ça se fait même quand on ne parle pas, puisque un événement négatif ou quelqu'un qui vous ment, ou une position dans la famille. N'importe quoi peut donner une image négative de soi. Et pour reconstruire l'image, eh bien c'est la seule manière. Je ne sais plus où j'ai lu ça, il y a quelques jours, que tout ce qui est dépression et burn-out, ça vient du fait qu'il y a un mélange de culpabilité et de dévalorisation. Absolument. Il faut les deux. Absolument. S'il n'y a qu'un seul truc, s'il n'y a que la culpabilité, ça ne fonctionne pas, on ne sera pas en burn-out ou en dépression. Et s'il n'y a que la dévalorisation, mais s'il y a les deux, la personne tombe et il faut reconstruire tout. Et donc c'est très important de comment on reconstruit l'image de soi pour soi-même. Alors toi tu disais en se parlant à soi-même, en se faisant des affirmations du genre j'ai en moi toutes les capacités pour tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi, quoi. C'est ça. C'est comme l'exemple que tu donnes, enfin la technique que tu donnes d'écrire. C'est ça, voilà. Alors écrire, en ce qui me concerne, moi c'est plus, j'écris, je partage la page en deux, ce que j'ai de bon. C'est ça, ça c'est top. Et à partir de là, c'est vraiment ça. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai, quelles sont mes valeurs et quels sont mes manques. Et voilà. Alors moi j'ai donné une technique que je donne même dans mes spectacles, ça s'appelle la recette du bonheur. Alors je le donne aux gens qui ont besoin de changer quelque chose. Quand quelque chose va très mal, on écrit. Donc par exemple, c'est une difficulté avec une personne, il a fait ceci, il est comme ça, etc. Et de l'autre côté, exactement le contraire, c'est-à-dire ce qui serait l'idéal. Quel serait l'idéal? Donc, je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui a été très désagréable, à partir de maintenant, il s'exprime toujours en termes agréables envers moi, etc. Mais la page est blanche. Ensuite, on coupe et on brûle la partie négative, et tous les jours, on répète l'autre. Alors, les gens vont dire, il faut y croire suffisamment pour le dire, parce que c'est pas évident de dire quelque chose qui est complètement faux dans l'instant présent. Mais le subconscient, il est ouvert sur tous les possibles. Donc, en le disant, moi j'ai vu des miracles se produire. J'ai un exemple d'une femme qui venait dans mes ateliers. Elle avait un très grave problème avec son patron, qui leur faisait une vie d'enfer à toute l'équipe. Mais vraiment, qui les mettait plus bas que terre, qui les engueulait dès le début de la journée. Tant et si bien qu'elle avait mal au ventre avant d'y aller. Mais elle était obligée d'aller travailler parce qu'elle avait des enfants en bas âge, etc.
Et donc, c'était une angoisse totale pour elle. Elle en tombait malade, quoi. Mais il fallait qu'elle continue. Et je lui ai donné cette technique. Alors, elle a marqué, il est ceci, il est cela, nanana, et puis elle a fait le contraire. À partir de maintenant, il s'exprime toujours en termes, il est toujours serein, il est toujours, voilà, et elle a fait. Et alors, le premier effet, elle nous l'a raconté, parce que c'est comme ça que ça se passe. Au bout d'une semaine, elle est revenue me voir, je lui ai dit, comment ça va? Bon, maintenant, ça ne me fait plus rien, elle m'a dit, ça ne me touche plus. Il a toujours ses crises, mais donc ça voulait dire que ses paroles avaient fait une protection. Oui, c'est une grande protection. Barrières. Et donc, au bout d'un mois, elle a guéri en fait. Elle a guéri, c'est de la guérison spirituelle, on peut dire, parce qu'il n'était plus dans la boîte avec sa définition d'homme absolument pas caractériel et pas fréquentable. Tous les jours, donc elle affirmait ça. Au bout d'un mois, il a convoqué tout le personnel. Il leur a dit, je tiens à m'excuser auprès de vous tous. Il leur a offert du champagne, une augmentation et tout. Grâce à tout le travail que vous avez fait, nous avons sauvé l'entreprise. Et en fait, c'était pour ça qu'il était dans un tel état et qu'il leur avait... Ouais. Mais voilà, et elle a dit, mais personne ne comprenait cette transformation totale. Je dis, bah oui, à force, voilà, on ne peut que comme ça aider les gens. C'est ça. Mais ce n'est pas ce qu'on fait naturellement. Naturellement, on dit le contraire. On affirme le contraire puisqu'on est dans cette vibration contraire. Et c'est ça tout ce qu'on a à faire. Tout le travail à faire, bien sûr, mais parce que c'est l'ego qui s'exprime comme ça ou qui pense négativement à chaque fois. Et ce que tu disais, c'est vrai que beaucoup ont du mal à pardonner, ont du mal à être dans ces vibrations d'amour lorsqu'ils sont harcelés. Bah, c'est normal, parce que c'est normal. Parce qu'il y a énormément qui est comme ça, bien sûr, normal. Il y a énormément aussi, pareil, de perversion de certaines personnes, mais qui sont en souffrance. Moi, oui, mais c'est pas nous-mêmes qui devons pardonner, hein. C'est vraiment le subconscient qui doit accorder le pardon. Et les gens ne le savent pas, parce que nous, on n'a aucun... Je veux dire, quand on te marche sur le pied, tu cries « aïe », et si tu peux marcher sur le pied toi aussi, bah, tu vas le faire. C'est un truc, c'est quelque chose de tout à fait naturel, quoi. C'est pas naturel. Exactement. Mais... là, on passe à une vitesse supérieure. C'est une autre vibration parce que c'est être dans l'humilité. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce que il faut pouvoir aller au-delà de l'ego parce que l'ego, entre guillemets, est orgueilleux lorsqu'on lui fait du mal. Il n'accepte pas. Alors qu'il faut dépasser cet ego et être dans le pardon et l'humilité. Mais c'est ce qu'on disait, c'est les vibrations d'amour inconditionnel. Seules les vibrations d'amour inconditionnel nous permettent de pardonner et d'être au-dessus de cette attaque psychologique, parce que c'est une attaque psychologique. Et en fait, quand une personne nous attaque, lorsque nous sommes dans des vibrations d'amour, nous n'allons pas répondre par l'attaque. C'est pour ça qu'on ne rend pas le mal par le mal. On rend, justement, on transmet de la lumière à celui qui nous attaque. Et à force de faire ça, les vibrations d'amour vont permettre justement ce travail inconscient. Parce qu'en réalité, un être humain, plus je vais lui envoyer de la lumière, même s'il est justement dans l'obscurité, l'obscurité, oui, il va être nourri. Et l'obscurité, c'est un manque de lumière, ni plus ni moins. Donc oui, c'est difficile, parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes dans des schémas archaïques, nous sommes dans des schémas où, quand on nous attaque, on veut se défendre. C'est normal, ce qui est naturel. Voilà. Mais en réalité, la meilleure des défenses, c'est de pouvoir se dire, voilà, un être qui fait du mal à un autre être est un être en souffrance, ni plus ni moins. Aucun être, on va dire, équilibré et heureux ne fera de mal à autrui. Jamais. Ce sont des personnes qui ont eu soit un environnement, soit une éducation, un manque affectif. La plupart, ce sont des souffrances, où ils ont été malmenés, où ils ont eu bien sûr, le contexte maltraité. Il faut qu'ils ressortent cette énergie négative. Voilà, et ils sont programmés pour faire du mal aux autres. Mais en réalité, quand ils sont bébés, ce sont des anges, ce sont des êtres de lumière. Et c'est la vie. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Et c'est la vie, et c'est l'environnement, et c'est l'éducation. Et c'est aussi les autres, et l'école aussi. Tout ça, tout cet environnement va façonner l'enfant pour qu'il devienne un individu. Et à la fin, soit il sera dans la lumière, soit il sera dans l'obscurité. Mais nous sommes aussi, c'est la société qui est responsable aussi. C'est ce dont nous allons parler. Bien sûr. En fait, on va faire parler aussi Xavier Gouraud, qui est hypnopraticien.
et qui va nous donner son témoignage. Je l'ai enregistré hier, mais on va écouter son témoignage là. Et il parle de la même chose que toi, parce que toute la journée, il reçoit également des personnes en difficulté avec ça. Et il va nous donner son sentiment sur, justement, on parlait de l'école là. Oui. Comment il remet cette image droite pour des enfants qui sont en difficulté, etc. C'est ça. Mais ça peut se faire en quelques mots. Donc on va l'écouter. Xavier, ce qui a été détruit par le verbe ne peut être reconstruit que par le verbe. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu penses du fait que l'image de soi, c'est vraiment la seule chose à reconstruire quand quelqu'un va mal? Alors le verbe en effet est extrêmement puissant, comme tu le dis, la parole peut détruire, elle peut reconstruire. Alors je vais me présenter en quelques mots, je suis hypnopraticien et en tant qu'hypnopraticien, donc j'utilise la parole pour reconstruire les gens. Donc je vois bien lors de mes séances l'impact que peut avoir la parole sur les personnes. Et ce qui est très très important aussi à savoir, c'est que c'est très bien d'entendre la parole de quelqu'un d'autre pour se reconstruire, mais on peut tout à fait utiliser cette technique-là, et d'ailleurs dans tes ouvrages tu le présentes, pour le faire pour soi, utiliser la parole pour se reconstruire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Nous avons un cerveau qui est magnifiquement puissant, très souple, adaptable, et donc en utilisant ces mots qui guérissent ou qui nous sauvent, eh bien on peut vraiment aller nettement mieux. Voilà. Tu veux dire se parler à soi-même? Se parler à soi-même, s'envoyer des jolis messages. Ah, voilà. Voilà, ça c'est des messages de bienveillance. Quand on est en difficulté, je peux avoir envie d'aller encore plus loin, de m'enfoncer en me disant « Oh là là, j'ai pas bien fait ». Non, non, surtout plein de bienveillance. Je pense qu'au cours de l'émission, je vais expliquer comment notre cerveau fonctionne, d'où vient le fonctionnement qui, pour beaucoup de choses, est non conscient. Nous avons une très grosse partie de notre fonctionnement qui est inconscient ou non conscient. Et en s'envoyant des jolis messages, on peut justement aller toucher cette partie en nous pour retrouver la confiance en soi, reconstruire cette image qui peut en effet être rapidement détruite par les paroles des autres en particulier. Alors là aussi, bienveillance, parce que ce qui est là très important de savoir, c'est que quand les autres s'expriment, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'ils perçoivent, c'est leur monde à eux. Donc si à un moment ils envoient des messages ou des informations négatives sur une personne, ça n'est que leur image de la situation, de la personne, au travers du filtre qu'ils ont. Donc quand moi je vais entendre une critique, quelque chose, je peux prendre du recul en me disant, cette personne-là dit des choses, est-ce que c'est vrai, oui, faux, point d'interrogation, mais en tous les cas, c'est au travers de son prisme de perception de sa réalité qu'elle m'envoie ces informations-là. Donc je peux éventuellement tenir compte, bon, tiens, pourquoi pas, si surtout plusieurs personnes me renvoient ces informations-là, mais surtout plein de bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui m'envoie cette information, ben, c'est peut-être lui ou elle qui n'a pas tout à fait perçu la situation de façon adaptée. Voilà. Et tu m'avais parlé, puisqu'on a parlé des enfants tout à l'heure, de cet enfant qui avait une très grande intuition, qui lui posait des problèmes à l'école, et comment tu t'en étais sorti? Alors, pour un peu généraliser les choses, la nature humaine, je dirais, n'aime pas tellement la différence. Les gens aiment bien avoir des personnes qui leur ressemblent. Et quand dans une fratrie arrivent des personnes extraordinaires, eh bien, ça peut d'abord pour les parents, tous les parents ne sont pas prêts à recevoir, aucun. On n'apprend pas à être parent en général, et quand on a la chance d'avoir une personne extraordinaire, eh bien, on n'est pas obligatoirement préparé. À partir de ce moment-là, soit les personnes peuvent gérer toutes seules ces cas-là, sinon moi je les invite vraiment à aller rencontrer quelqu'un qui va les accompagner pour les rassurer.
Et là, tu me parles de ce jeune garçon que j'ai vu en séance il y a quelque temps, donc une personne qui a une intuition vraiment très très puissante, avec, pensant que tout le monde fonctionne comme elle, la liberté du verbe, de s'exprimer sur ce qu'elle ressent, sur éventuellement ce qu'elle voit, avec un regard tout d'un coup très étrange de son environnement. Alors ça c'est un vrai sujet parce que ces personnes, là en l'occurrence c'est un adolescent qui est vraiment en phase de construction de sa personnalité. S'il commence à recevoir plein de messages négatifs en disant « t'es bizarre toi, t'es le vilain petit canard, t'es pas tout à fait normal », on imagine très rapidement la construction de lui-même qu'il va avoir. Donc cette personne, ce jeune garçon, je l'ai rencontré avec sa maman d'ailleurs. Et quel âge? 13 ans. 13 ans. Et la première chose que je lui ai dite, je lui ai dit t'as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance. J'aimerais avoir cette chance-là. Alors là, il m'a regardé un petit peu surpris parce que ce n'était pas tout à fait les messages qu'on lui avait donnés. Donc je lui ai envoyé encore plein de messages de bienveillance, d'amour, et en lui disant qu'il avait cette faculté, comme d'autres ont la faculté, le don, le talent de faire de la musique, de jouer du piano, d'autres sont talentueux pour faire de la peinture, ou que sais-je, ou écrire, ou être bon en maths, ou voilà. Lui, il a ce talent-là. Donc, je lui ai reconstruit son image, banalisé le fait qu'il ait cette intuition, cette capacité d'intuition, banalisé non pas dans le sens où c'est banal, mais de lui dire tu as cette compétence, ce don-là, comme je l'indiquais précédemment là, à l'instant, d'autres personnes ont d'autres dons, ben, tu as celui-ci. Alors par contre, peut-être que ce don-là, il va falloir que tu t'apprennes à t'en servir de façon peut-être un peu moins expansive et un petit peu moins ouverte, parce que tout le monde n'est pas prêt à tout entendre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il était très rassuré. Je me souviens très bien, lorsqu'il est arrivé en séance, il était blanc comme un linceul. Aïe, aïe, il est reparti, il avait le visage tout rose. Et la maman? Et la maman très bien aussi. Voilà. La maman, elle devait être désangoissée. Ah, la maman, d'ailleurs, elle m'a envoyé après un message en me remerciant de façon tellement puissante. Et voilà, c'est... on peut projeter, alors sans aller dans des cas comme ça, mais je peux projeter des images ou un ressenti vers les autres qui va être plus ou moins accepté. Et à moi surtout quand on est adulte, d'être attentif à ce qui se passe autour de moi et vraiment d'en prendre conscience, de relativiser vraiment les choses, de ne pas tout prendre pour soi, d'apprendre à prendre du recul, se poser des questions. Est-ce que dans ce que j'ai fait, dans les décisions que j'ai prises, tout était pertinent? Donc se poser la question, parce que peut-être aussi que je n'avais pas tout vu et que la réaction des autres est telle parce que voilà, j'ai peut-être pas réagi comme il le fallait au bon moment. Et puis aussi dans le savoir-être. Là, dans le cadre du petit garçon, eh bien, lui, ce qu'il va falloir qu'il apprenne aussi, c'est dans la façon d'être, d'être peut-être sur certains sujets un peu plus renfermés, moins ouverts, parce que les autres voilà, ne sont pas obligatoirement prêts à entendre. Donc pareil, si à un moment j'ai certains dons, eh bien voilà, me mettre au niveau des autres pour que mon message soit accepté et acceptable. Donc, et il a compris, le petit garçon? Oui, il a compris. Il a tout compris. Oui, il a bien compris. Ouais. D'accord. Ouais, il a vraiment très très bien compris. Mais ça a dû bien le rassurer. Et ça l'a énormément rassuré. Ouais. Nous avons tous des dons. Et nous avons tous des dons, nous sommes vraiment gâtés tous par la nature. Après, voilà, apprendre à se servir des dons pour que ce don percole autour de soi le mieux possible. On va écouter maintenant une chanson d'Hélène. Ce regard-là, justement, comment le regard peut justement vous transformer et vous amener à vous aimer. Ça, c'est important.
Je me suis vue dans ce regard-là, puissante guerrière, confiante en moi, dans la plus haute expression de moi-même, dans ce qu'il y a de meilleur ici-bas. Quand tu me regardes, c'est Dieu qui me voit. Tes yeux me donnent envie de vivre, semblable à celle que tu perçois. Tes yeux me donnent l'amour qui délivre du manteau sale qu'on a posé sur moi. Je reçois la force d'où jaillit la joie. L'image que tu donnes de moi-même est celle qui me guérit déjà. Cette image-là, c'est la seule que j'aime, car tu me vois en toi comme Dieu me voit. Quand tu me regardes, c'est Dieu qui me voit. Que mon regard te vienne en aide, autant que ton regard sur moi reçois au cœur cette image de toi-même qui renforce encore ta confiance en toi, car tu te vois en moi comme Dieu te voit. On va parler de la critique. Alors je vais vous lire la définition que j'ai trouvée de la critique. Porter sur quelqu'un quelque chose, un jugement défavorable en faisant ressortir les défauts, les erreurs, blâmer, désapprouver, censurer, condamner. Se faire critiquer par exemple pour sa négligence. Ou alors c'est porter sur une œuvre littéraire ou artistique un jugement, l'examiner en détail, en faire la critique. Voilà. Et tu parlais de l'école tout à l'heure, donc il y a des critiques constructives, positives et négatives. Voilà, donc il faut dissocier. Oui, mais on va. Là, c'est sur la négative. Voilà, je parle de la critique négative et vous allez entendre tout à l'heure Xavier Gouraud qui disait que de toute façon la critique, il parle exactement de ça, que pour lui toutes les critiques sont négatives, sauf quand il formule pas, il prend pas le mot critique dans ces cas-là. C'est analyse. Oui, c'est ça. Analyse, c'est autre chose. Donc on dit là, ça peut être amélioré. Tout à fait. Là, on pourrait faire tel ou tel progrès pour que ce soit encore mieux. Mais la critique, de toute façon, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait c'était une religieuse d'ailleurs. Et puis il y a des antipathies qui se créent, on ne sait pas pourquoi. Elle avait décidé, un jour je me suis levée, donc je ne sais plus en quelle classe j'étais, en 9e ou en 8e, et j'ai bousculé une table. Donc ça a fait du bruit et elle m'a traité d'empotée. Et c'était comme si elle avait mis une étiquette, celle-ci c'est une empotée, ce qui prouve comment l'enfant est malléable et fragile. Bien sûr. Donc empotée, je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement, mais je savais que ce n'était pas gentil. Et chaque fois que je passais, ah oui, empotée. Donc elle le redisait, comme ça s'imprime bien. Et il se trouve que moi je suis chanteuse, donc j'ai voulu danser. Et je ne pouvais pas suivre un cours de danse. Mais longtemps après, j'ai pris conscience de ça et j'ai fait après des séances de relaxation pour activer les dons que l'on voulait avoir. Et bizarrement, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une séance, c'était à l'époque des VHS, une séance de vidéo de danse, c'était même du hip-hop. Le premier jour, j'ai pu faire 1 minute, j'ai tenu 1 minute et j'ai dit c'est pas pour moi, mais je me suis dit je vais quand même continuer. Deuxième jour, j'ai pu faire 2 minutes, etc. jusqu'aux 45 minutes. Après, je prenais beaucoup de plaisir. Et là,
j'ai suivi un cours de danse en vacances, pendant longtemps, pendant toute une durée. Et la prof, elle était tellement contente de m'avoir dans son cours parce que je suivais ça tout à fait bien. Elle ne parlait pas bien français, elle m'a dit merci pour toi, ça voulait dire merci pour ta présence. Et le soir, je me suis souvenue de l'histoire de l'étiquetage. C'est ça. On me traitait d'empoté, j'ai compris ce que voulait dire empoté. Ça veut dire les deux pieds dans le même pot. Donc on ne peut pas danser avec ça. Blocage. Voilà ce que le subconscient fait. C'était quand même énorme comme expérience. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet, toi? Est-ce qu'on t'a étiqueté? Oh oui, alors j'écoute avec attention depuis tout à l'heure. Oui, alors moi des étiquettes, j'en ai eu. Il y en a une qui m'est un peu comme toi, que je trimballe depuis, enfin que je trimballe plus maintenant. Mais tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé. Tu l'as décollé. Mais c'était, on fera jamais rien de toi. Enfin, j'étais toujours l'espèce de rebelle canard boiteux qui ne. On fera jamais rien de toi. Apparemment qui fonctionnait pas comme les autres, comme mes deux frères par exemple. D'ailleurs, le résultat est là, c'est que je suis pas pareil du tout. Et moi je suis bien dans ma peau, enfin, j'essaye de l'être. Mais oui, des étiquettes, j'en ai plein. Et on nous en colle, je crois, tout le temps. Toute la vie. Et on m'en colle encore. Hein. Voilà, mais elles ne sont plus adhésives, elles ne collent pas. Ah, bien. C'est bien ça. Ça, c'est une bonne oui, bonne parce technique. Que dans tout ce que j'ai entendu... elles tombent. On veut les coller, mais ça tombe. Oui, mais il y a une évolution de... tout ce qui a été dit, en fait, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de découvrir quand j'ai commencé à faire de la radio. Enfin, quand j'ai commencé Morpheus, pas quand j'ai commencé à faire de la radio. Tout simplement parce que Morpheus, et tu en fais partie, on parlait de l'entourage, des rencontres. Morpheus m'a amené à rencontrer énormément de gens qui sont dans l'éveil, qui sont dans l'alternatif, pour employer un mot qui est à peu près... Qui cherchent des solutions. Qui cherchent et qui proposent des solutions. Après, on les prend ou on ne les prend pas. Et j'ai eu la chance... Enfin, oui, je peux dire ça, j'ai eu la chance, dans la malchance, j'ai eu un gros problème de santé. Je ne veux pas trop en parler, enfin, avant qui m'a amené à être paralysé. Et ça a tout changé dans ma vie parce que je me suis battu. La chirurgienne m'avait dit que je ne remarcherais jamais. Et t'as refusé? J'ai refusé, je lui ai dit c'est ce qu'on verra. C'est ça. Ah oui, c'est bien, là tu as pris la bonne technique, c'est je refuse. Parce que très vite, pour répondre à tes questions, les étiquettes, j'ai refusé, mais j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en pratique en fait. Ça a pris beaucoup de temps. Combien de temps? 20, 25 ans peut-être. Quoi, pour marcher? Non, pour virer les étiquettes. Ah non, pour marcher, moi je te parle pour marcher. J'ai rétabli ça en 4 mois et demi. C'est pas beaucoup. En marchant très très mal avec des béquilles. Enfin, mais c'est déjà bien. Et en tombant régulièrement parce que j'avais pas de force dans les jambes. Et puis cette chose-là m'est arrivée en 2010 et je peux dire que je suis complètement à l'aise depuis 2 ans. D'accord. Vraiment, ça, c'est un bel exemple. Et la progression continue, puisque maintenant, je commence à pouvoir courir. On m'avait dit qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus d'autres... on t'avait annoncé la suite. Voilà, on m'avait annoncé la suite. Donc, pour les étiquettes, les gens décident pour nous. C'est ça. Mais oui, ils ont la science, quelqueis pour eux aussi. Voilà, et c'est pour ça que c'est très intéressant dans ce que j'entendais, notamment... Inda. Voilà, Inda. Parce qu'en fait... la solution, le travail, il est en nous, comme tu disais, et comme tout est à la source en fait. Et il faut aller chercher ça, mais pour aller le chercher, il faut en avoir conscience. Et moi, c'est un truc, j'ai très mal fonctionné pendant des années en fait. Quand j'ai très mal fonctionné, je me suis aperçu que j'ai un peu découvert qui j'étais il n'y a pas très longtemps. À force de rencontrer des gens qui m'ont pas amené, mais qui m'ont révélé des voies, des portes, des choses. Et effectivement, moi maintenant, depuis quelques années quand même, je me réveille le matin, même si j'ai des soucis, même si j'ai des trucs, je me dis, ça va bien. Et je me dis ça. Et puis j'ai un atout, j'ai mes chats qui sont des sources d'énergie extraordinaires.
Ça, c'est voilà, des boules d'amour. Hein. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais les étiquettes, ouais, on peut les décoller, en fait. C'est très dur. Et c'est vrai que tout ce que j'entends, le jugement... Moi, j'ai un de mes frères qui porte un jugement sur moi qui ne me correspond pas, qui ne m'a jamais correspondu, et qui commence à... Maintenant, il est à la retraite, et qui commence à revenir dessus. Ah ouais, wow, et qui me dit, finalement... L'autre jour, il était fonctionnaire, hein, je ne dirais pas son métier, mais... Et l'autre jour, il me dit, finalement... J'aurais aimé avoir ta vie. Ah, il m'a sorti ça. C'est magnifique ça. Et je lui ai dit, ouais, mais tu sais, est-ce que tu aurais réussi? Parce qu'il y a beaucoup de boulot à maintenir ça. Aujourd'hui, ça paraît paisible et c'est pas évident. Quoi. Et donc, c'est pas une vie comme les autres. Et pourtant, lui, il me collait des étiquettes. Grave. Oui. Ouais. Grave, tu n'y arriveras jamais parce que. Oui, tu as saltimbanque, t'es ceci, cela. Ah bah oui, mais c'est les vies de saltimbanque, ça c'est clair. Je crois que et je terminerai là-dessus, le petit point important, c'est que justement, je ne l'ai jamais jugé et je l'ai toujours aimé comme un frère. Et je me disais, on n'a pas choisi le même destin au moment de l'incarnation, c'est tout. Et pour moi, c'est une réalité. Voilà. Donc, oui, c'est un bel exemple. Là, ça. Et oui, c'est ça. Parce que tout se fait. En fait, juste pour finir, moi, le jour où j'ai compris que tout était en soi, c'était un peu ce qui était dit, et ben tout c'est ouvert en fait. Il suffit de le savoir. Encore faut-il le savoir. Il faut du travail. Et constamment, parce qu'on n'a jamais fini en fait. Non, voilà. on apprend tous les jours. Ai-je bien répondu à ta question? Oh, mais parfaitement, parfaitement. Alors Désirée, elle, c'est une guerrière de la lumière parce qu'elle était la première hôtesse de l'air de Tunisie, alors que la femme là-bas, elle n'avait pas encore vraiment sa place dans la société. Raconte-nous un petit peu comment t'as levé toutes ces étiquettes, toi? Ou tu étais déjà une rebelle dès le départ? J'étais une rebelle parce que je suis la 5e d'une fratrie de garçons. Donc la dernière, gâtée, chouchoutée, et en même temps une petite fille avec 4 garçons qui jouaient au bruit, qui faisaient du football. Ah, t'étais élevée comme un garçon un peu? J'étais avec eux, donc je faisais tout ce qu'ils faisaient, je voulais les imiter, moi je voulais pas être une fille. D'accord. Non. Là, ça explique non, tout. Non, j'allais ramasser des billes, j'allais faire des... D'accord, oui, t'avais pas eu l'éducation de fille, en fait. Non. Donc j'étais avec eux et je faisais tout ce qu'ils faisaient parce que je les imitais, parce qu'ils étaient les plus grands et il fallait que je fasse comme eux. Donc déjà, c'était un plus. Donc il fallait faire toujours comme eux et pas comme les autres. D'accord. Ah oui, tu as été aidée quand même. J'ai été aidée. D'une famille, nous habitions en Tunisie, à Nabeul, donc ma ville natale, dans une maison arabe. Toute la famille, les autres, habitaient dans des immeubles avec escalier, machin, la salle à manger à gauche, la truc à droite. Nous, non. C'était 3 couloirs, une grande cour et des pièces. Et un puits, une citerne. Donc, ce n'était pas du tout la même vie. Quand j'arrivais chez moi, je ne montais pas les escaliers pour aller dans ma chambre. Non, moi, j'allais dans la chambre où on dormait avec mes frères. Wow. Donc, tout ça, différent. Bon, c'était quand même, il y avait toujours une différence. Et puis, après les études, j'ai pris l'arabe en première langue, ce qui ne se faisait pas. À l'époque, c'était le protectorat français et on prenait l'anglais, l'allemand, mais pas l'arabe en première langue. Donc il y a toujours eu une différence. Puis à 18 ans, j'ai vu que Tunisair commençait à prendre son envol tout seul parce que c'était Air France, ils étaient en pôle. Et j'ai vu qu'il y avait des annonces, hôtesse de l'air. À 18 ans, j'étais pas majeure. En plus? Pas du tout. Et j'ai dit, je vais postuler. Ils t'ont engagée sans être Ils m'ont engagée, j'avais 18 ans. Ça n'avait rien à voir avec les accords de l'IATA, qui voulaient que l'on soit majeur. Je suis passée à travers les filets. Et donc là, j'ai inconsciemment, parce que je voyais mes parents désespérés, voir leur fille, une gamine à 18 ans, dans les avions. Dans les avions. Dangereux. Le téléphone, il existait, mais je l'avais pas. Il n'était pas en portable, etc. Donc c'était
Mais tu étais loin de tout. Oui, j'étais loin de tout, faire tout ce que les autres ne font pas et différemment parce que c'était. Et est-ce qu'on t'avait collé des étiquettes quand même ou pas qui t'ont embêté? Ah si. Oui, quand même. Si, en tant que femme, en tant que femme qui est dans une compagnie tunisienne, majorité musulmane. Ouais. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes comme moi, puisque moi j'étais... Il n'y avait pas d'hôtesse de l'air? À l'époque, non. Après, il y en a eu. On était un équipage de 6 au départ. D'accord. Et bon, là, je suis de confession juive et c'est tabou. Ah oui. C'était tabou dans une compagnie où il n'y a que des musulmans. Ah oui, il y avait ça aussi. Bah oui, jeune, une fille, non. T'en avais rien à faire en fait de tout. Rien à faire, de tout. Toi, ça te touchait pas? Ah, moi, rien. Tu collais les étiquettes? Rien, les étiquettes, je les avais. Je savais qu'il y avait celle qui... D'ailleurs, la première fois que mon mari a parlé de moi à ses amis boxeurs, puisque lui était un boxeur, il a parlé à ses amis, qui étaient musulmans, bien sûr, les boxeurs, et il leur a dit, je vais me fiancer avec l'hôtesse de l'air, machin. Comment? Mais c'est une musulmane, tu ne vas pas épouser une musulmane. Alors qu'en réalité, parce qu'ils me voyaient dans mon contexte. Et donc, tu parlais arabe en plus. Je parlais parfaitement l'arabe. C'est ça, tu l'avais appris. Puis bon, j'ai été éduquée comme ça. Mes parents, mon père ne parlait que l'arabe, il ne parlait pas le français. Mon père ne maîtrisait pas la langue française, non. C'était un cultivateur, agriculteur. D'où le fait que maintenant tu travailles pour la paix. Je travaille pour la paix parce que j'ai toujours vu mes parents ne faire que des actions de paix. Ma mère faire un couscous et l'emmener à la mosquée. Ah oui, ça, mon père allait prier aussi en hébreu aussi, mais avoir des amis. La maison était ouverte, c'était une maison arabe justement. Il n'y avait pas d'escalier pour atteindre. Et puis une porte fermée à clé, la porte était toujours ouverte, tout le temps. Je n'ai jamais connu Et vraiment, on la fermait très tard dans la nuit. La porte était toujours ouverte, c'est-à-dire que tout le monde est rentré. Et on partageait des mets avec tout le monde, sans savoir. Moi, il est vrai, et je le répète, peut-être que ça va choquer, mais je n'ai appris le racisme qu'en France. Ah oui. Oui, parce qu'en Tunisie, on était mélangés. Il y avait catholiques, musulmans, juifs, et on était ensemble. Il s'appelait Jean-François, l'autre s'appelait Mohamed et l'autre Rachel, mais il n'y avait aucune différence. C'était aucune. Pendant les fêtes, on fêtait toutes les fêtes. On était là, on sortait ensemble, c'était la fête chez un tel, on allait chez un tel, mais il y avait pas, je ne connaissais pas la différence. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour se protéger comme ça des critiques ou des étiquettes? Moi je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu il y a très longtemps. C'était au théâtre du Lucernaire, je venais de faire mon premier spectacle où je le produisais pour la première fois toute seule, j'avais plus de producteur. Je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était il y a peut-être une trentaine d'années. Et donc, les gens étaient très contents, donc j'étais entourée de gens qui me disaient comme ça leur avait plu, etc. Et puis il y a une journaliste, je ne sais plus quel magazine ou radio, qui est arrivée, et comme c'était des chansons qui parlaient déjà d'amour, de paix, etc., elle m'a fait comprendre que c'était un peu, pas niais, c'est pas le terme qu'elle a employé, mais naïf, voilà, mais devant tous les autres. Oui. Et je trouvais ça, j'étais tellement étonnée, parce qu'elle pouvait me le dire à part, moi, elle pouvait me dire ce qu'elle en pensait, mais pas devant tous ces gens qui étaient enthousiastes. Ça s'est produit 2 ou 3 fois, cette chose-là, et j'étais toujours la bouche ouverte en me disant, mais comment ils peuvent faire ça? Parce qu'ils peuvent me parler, ils peuvent me téléphoner et tout. Pourquoi le font-ils devant les gens qui vous aiment? Pour se remarquer. Alors, comment on réagit à ça? Voilà, ça c'est comment on réagit à ce genre de... Vous avez des idées là-dessus ou pas du tout? Il faut savoir, déjà, moi, j'ai aussi une petite histoire. Tu vas nous la raconter. Oh mon Dieu, moi aussi j'en ai une. En fait, quand j'étais petite, j'ai grandi, c'était une école où on était tous mélangés. Bon, on n'avait pas ces problèmes de religion avant, parce qu'on ne parlait pas de religion. Et c'est vrai que, mais là, il y avait les garçons et les filles. Et les garçons étaient méchants avec les filles. Et moi, en fait, j'ai grandi en écoutant un mot de quelqu'un, un garçon qui m'a dit « t'es vilaine, t'es moche ». Et en fait, j'ai imprégné ça dans ma tête, je suis moche. Et à partir de ce moment-là, je ne m'habillais plus comme une fille, j'étais devenue un garçon manqué. Je m'habillais en survêtement, j'avais donc des pantalons. Comme ça, tu étais tranquille. Voilà, de garçon. Même mon père m'avait coupé les cheveux comme un garçon.
Quel âge? J'étais jeune, j'étais une adolescente, 13 ans, voilà, 12 ans, 14 ans. 14 ans. Et donc, j'ai grandi en pensant que j'étais très moche, que j'étais vilaine. Et si un Ce garçon qui n'est pas le cas, je te rassure. Bien le contraire. Et si un garçon avait le malheur de me dire que j'étais belle, et ben, bon, j'étais jeune, hein, Ouais. et bien je l'attaquais. Ah oui, Ouais, carrément. Oui, je l'attaquais. Parce que mon inconscient était tellement programmé en pensant que j'étais moche, que j'étais vilaine, que j'étais devenue agressive vis-à-vis du côté masculin. Et j'avais de la colère vis-à-vis du côté masculin. Donc j'ai grandi avec de la colère vis-à-vis de l'homme. Et en fait, au fur et à mesure que je grandissais, c'est que depuis que je suis devenue thérapeute, enfin que je suis devenue naturopathe, que là j'ai compris en réalité que non, je suis une belle personne, je prône l'amour et que je devais m'aimer. Et qu'il fallait que j'arrête d'attendre justement de l'autre. Une reconnaissance ou de me dire que je suis belle. Parce que le plus important, c'était le regard que j'avais vis-à-vis de moi-même. Mais ça m'a quand même fait énormément de mal. Parce que j'ai grandi en pensant que j'étais vraiment moche. Et quand on grandit, quand on est une adolescente et qu'on pense qu'on est moche, croyez-moi, ça fait vraiment mal. On l'entend. Et arrivé à un moment où on se dit, de toute façon, je ne vaux pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça. On se dévalorise énormément. On se dévalorise aussi parce que c'est un cercle vicieux. Donc, comme on croit ça, les événements se produisent et c'est pas toujours très positif. Et on se dit donc c'est la preuve que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais oui. Et voilà. Mais c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si je pense que je suis moche, eh bien mon aura, en fait, mes vibrations seront négatives. Et je vais attirer ce qu'on appelle des expériences négatives ou des gens qui vont me rabaisser, confirmer et qui vont me rabaisser. Voilà, et je vais attirer des personnes, on va dire, manipulatrices. Alors qu'en réalité, si je me reconnecte avec moi, puis je me regarde, je me dis, mais non, t'es une belle personne. T'es quelqu'un de bien. En fait, faut pas écouter cette programmation. Il faut pas écouter cette programmation. C'est une personne qui était frustrée. Et c'est tout. Oui, je dis frustrée. Et puis après, j'ai appris à m'aimer avec beaucoup d'humilité, mais toujours dans ce côté d'amour inconditionnel, quoi. De cet amour bienveillant en me disant non, je suis une belle personne. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est le fait de faire du bien. On rayonne une énergie positive et les gens vont être attirés, pas par notre physique, mais parce qu'on dégage. Et c'est là qu'on comprend l'impact énorme de notre vibration d'amour et de vibration du cœur, parce que c'est le cœur qui doit s'ouvrir. C'est ça le plus important. La beauté, elle est avant tout intérieure. Mais si on a les deux, c'est encore mieux. C'est le plus important. Normalement, ça rayonne. Ça rayonne, exactement. Et c'est là où j'ai compris, en fait. Avant de devenir naturopathe et de m'occuper justement des gens en souffrance, je me suis moi-même auto-guérie. J'ai fait moi-même ma propre analyse. Et je me suis réconciliée avec la partie masculine, bien sûr. Ah, c'est bien. Parce que ça, c'était la priorité. Bien sûr, tu sais que c'est avec ça qu'on va avoir la paix sur Terre. Si chaque être humain fait le travail pour que ces deux énergies soient en harmonie, c'est bon. L'équilibre. Il faut un équilibre. Moi, je ne savais pas comment le dire quand j'ai commencé à chanter. Je voulais travailler pour la paix et tout. Mais je dis, mais c'est ça, le fin mot de l'histoire, c'est ça. Et donc, j'ai fait cette chanson Aurore avec les 4 bras où il y a l'homme et la femme qui sont unis ensemble et qui font quelque chose ensemble. Parce qu'il est dit qu'au commencement des temps, il y a une légende, alors il paraît que c'est Platon qui disait ça, que chaque âme a été créée avec sa contrepartie masculine ou féminine dans un œuf cosmique, et qu'ensuite les dieux ont dit « oh là là, mais ils deviennent trop forts ». Parce qu'on était tout puissants, puisque les deux énergies étaient en harmonie, on va les couper et les séparer de par les mondes, les éparpiller, et ils vont passer des vies et des vies à chercher l'autre moitié, et comme ça, on est tranquille. Et c'est ce qui se passe, on cherche notre âme sœur, c'est ça. Cette union à l'intérieur et à l'extérieur, et on le cherche. Oui, c'est vrai. Et beaucoup cherchent à l'extérieur parce qu'ils deviennent dépendants comme ça, et c'est ça qu'ils ne savent pas, c'est que ça peut... D'abord, le mieux, c'est de le faire dedans. C'est ça le plus important. Après, c'est automatique que ça se fasse. Pas forcément avec une autre personne, ça peut se faire avec la vie elle-même. C'est ça. C'est-à-dire que dans tous les événements, cette harmonie va se régénérer. Et comment tu réagissais, toi, face à la journaliste qui te... J'ai pas réagi. Rien du tout. Bloqué. Tu vois, béate, estomaquée. Et ça s'est passé 2 fois. Il y avait aussi un metteur en scène, donc
qui s'occupait de mon petit copain qui était mon producteur à l'époque. Et il avait produit, c'était très, très lourd et très compliqué de produire 2 albums. Il m'avait produit 2 albums et moi je lui ai produit 2 cassettes à l'époque. Et je lui ai dit, je vais en mettre une en scène si tu veux. Il était tout ému. Hélène va me mettre, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et donc je fais la mise en scène, je lui demande son avis, ça lui plaît. Et je fais un grand spectacle, je ne sais plus où. Et je lui dis, tu vas faire le début avec un texte sacré. Donc c'était magnifique, c'était Sri Aurobindo, la Bible, Gandhi, etc. C'était très très beau. Et les gens étaient très enthousiasmés par ce spectacle qui comprenait une partie de texte, une partie de chanson et tout. On était entourés de gens qui nous disaient combien c'était bien. Et son metteur en scène principal, avec qui il travaillait l'après-midi pour les enfants, pour les connaissances des classiques enfantines, vient et dit tu sais, tu n'aurais pas dû faire ça. Il me dit parce que c'était double emploi. C'était pas la peine, ça paraphrasait tout ce que tu allais dire après, il fallait pas le mettre. Et j'étais vraiment scotchée qu'il le fasse devant les gens. Il pouvait me le dire après. Je comprends que ce soit son avis, je respecte son opinion. Oui, peut-être que c'est juste, peut-être que c'est faux, mais pourquoi devant les gens? Et on ne sait pas. Alors il paraît que pourquoi, c'est même pas la peine de demander. On ne sait pas ce qui est. Xavier Gouraud dit que comme on voit à travers notre filtre d'expérience, on a chacun une vision différente. Ce sera différent pour chacun. On ne sait pas ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu, cette femme, qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça, on ne sait pas. Mais l'important, c'est comment réagir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas en être atteint. Moi, j'étais tellement étonnée que, voilà, je peux vous le raconter aujourd'hui, mais j'étais dubitative. Voilà. Les gens aussi autour de moi qui étaient enthousiasmés étaient complètement étonnés. Ils disaient, ah bon, voilà. Ouais, mais justement, c'est peut-être que le message d'amour était tellement fort que ça les a déstabilisés. Ah peut-être. Il fallait qu'ils le disent devant les autres. Oui, parce qu'en fait, c'est un cri de désespoir. La plupart du temps, ce sont des cris de désespoir. Et ces personnes-là sont tellement en souffrance qu'ils ont besoin de le dire devant les autres. Ah, de le dire devant les autres. Bien sûr, de le dire. Il fallait le dire devant les autres, bien sûr. Parce que pour eux, quand on parle d'amour, ils pensent que c'est... Elle voulait faire passer un message, mais très, très fort. D'accord, c'était une victoire. Bien sûr. Il fallait qu'ils se mettent devant. Ça n'aurait aucune portée pour elle. Ah, si elle l'avait dit à moi toute seule, ça n'avait aucun intérêt. D'accord. Alors que là, c'est devant tout l'auditoire. Ah oui, c'est de dire à tout le monde, oui, moi je souffre de ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr. Oui, parce que vous parlez de bonheur, vous parlez de paix, vous parlez de... Mais en réalité... C'est des choses qu'elle ne connaît pas. Parce que réalité, elle les a mal vécues. Je comprends mieux. Bah oui. Merci beaucoup. Oui, non, c'est sûr. Mais au contraire, c'est positif. C'est très positif. Parce que ça permet à des personnes qui pensent qu'ils ont une programmation négative et qui pensent que la vie, ils ont perdu espoir en la vie. Et quand ils entendent ça, eh ben, ça les brutalise. C'est trop fort pour eux, c'est violent pour eux. Ça va réfléchir. Oui, parce que c'était violent quand même. Bah oui, bien sûr, c'est violent. Après, le fait que tu n'aies pas réagi aussi... Ah bah c'était encore plus violent. Voilà, c'est ça. Moi, je ne comprenais pas. Ça lui fait du bien. Je ne comprends pas, je prends un temps d'attente, le temps que ça descend. Oui, parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Beaucoup de personnes, et ça je l'ai compris, en fait, c'est à nous, lorsque nous sommes dans un éveil de la conscience, c'est à nous, avec beaucoup d'humilité et d'amour, à nous adapter à ce... C'est un peu l'histoire de quand tu es en terminale, ce que tu disais, et que, en sixième, bien sûr, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Donc en fait, c'est à nous de nous adapter avec beaucoup de bienveillance et d'accepter qu'ils ne soient pas prêts à évoluer et à entendre toujours la même histoire. Mais bien sûr, mais parce que c'est trop violent pour eux. Comme ça, on va leur dire, voilà, mais en réalité, l'amour, la paix, c'est ce que nous souhaitons. Et puis, eux, ils ne sont pas du tout dans ces vibrations. Oui, c'est une bonne chose à dire aux enfants, à leur expliquer, parce que les enfants sont révoltés avec ça. Bien sûr. Quand ils vivent des expériences comme ça, de leur dire, voilà, la Terre est une école, il y a ceux qui sont en CP, ceux qui sont en 6e, ceux qui sont en 3e, ceux qui sont en terminale. Et on aura beau taper sur ceux qui sont en CP, ils ne vont pas comprendre le programme de terminale, à moins d'être des grands surdoués. Et qu'à 1 an, tu saches déjà tout. Voilà, et c'est quand même important. Tu as une chanson pour nous qui vient ? C'est ce que j'allais dire. C'est le moment justement de réparer la machine. Parce que la machine est cassée pour beaucoup. Donc il faut réparer la machine. Voilà. Donc on va ça c'est important. Ils n'ont pas su
t'écouter, te parler. Viens réparer ta machine. Ils n'ont pas vu tant de splendeur cachée. Bon d'accord, mais moi je te plais. Tu es glacé, tu ne peux plus désirer. Tu as cassé ta machine. Ils t'ont déçu, t'ont nié, délaissé. Bon d'accord, mais moi je te plais. Ils t'ont sali, t'ont trahi, calomnié. Viens réparer ta machine. Ils t'ont isolé pour mieux projeter sur toi leur manque et leurs regrets. Blindé, plus personne ne peut te blesser. Tu as cassé ta machine, anesthésié, rien ne peut t'exciter. Bon d'accord, mais moi je te plais. Je lis en toi, je connais tes secrets. Viens réparer ta machine. Moi je te sens, pas besoin de parler. Mon amour va te réveiller. Pour toi la vie n'a plus grand intérêt. Tu as cassé ta machine. Tu restes par responsabilité sur la terre que tu as aimée. Ne me repousse pas avant d'essayer. Viens réparer ta machine. Tu as lavé tout ce qui t'approchait. Bon d'accord, mais moi je te plais. Je vois très bien que tu as tout donné. Viens réparer ta machine. Je connais même ton intrépidité. Tu me plais comme moi, je te plais. Ils n'ont pas su t'écouter, te parler. Viens réparer ta machine. Ils n'ont pas vu tant de splendeur cachée. Bon d'accord, mais moi je te plais. Ce qui est très très important d'intégrer, c'est que chacun a sa perception de la réalité. La réalité n'existe pas, il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a 7 milliards de réalités. Ensemble, nous n'avons pas la même réalité. Cette réalité évolue au cours du temps. Donc, quand je vais recevoir une critique d'une personne, il va me critiquer ou elle va me critiquer avec sa réalité. Donc avec sa paire de lunettes qu'elle porte sur moi. Donc c'est uniquement sa réalité. Alors, bien évidemment, je vais être attentive ou attentif à ce qui se dit, surtout si ça se répète. Mais là encore, prendre de la distance par rapport à ce qu'il m'est envoyé comme message, puisque ça n'est qu'une projection des gens, de leur réalité. Quand moi, par exemple, je vais regarder une personne, avoir éventuellement un jugement sur sa tenue vestimentaire, sur ses propos, ça n'est que ma perception des choses. Par exemple, moi j'ai une culture occidentale. Si j'étais né en Orient, si j'étais né en Afrique, j'aurais d'autres goûts vestimentaires, musicaux, gustatifs. Ma réalité serait complètement différente. Donc on voit bien que cette réalité étant la réalité de chacun, eh bien, les informations que je vais recevoir, je vais vraiment m'inviter à les relativiser, à en prendre compte, hein, mais à relativiser pour se protéger. Parce que si je prends tout,
oui, ça va être... Ça oui, c'est un jugement. C'est un jugement qui peut être en effet très destructeur. Donc voilà, s'apprendre à recevoir le message, écouter, se dire, alors c'est vrai, c'est faux, point d'interrogation, éventuellement demander à son entourage, à des gens en qui on a vraiment confiance. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ce qu'ils en pensent. Voilà, on dit ça de moi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis si les gens vous aiment, ils vont te dire... Alors peut-être que j'entendrai des choses qui ne vont pas me faire plaisir. Mais à un moment, c'est quand même important d'entendre. Et puis peut-être autrement, va-t-on me dire, mais non, mais cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? C'est complètement faux. Tu n'es pas du tout comme ça. Et en croisant l'information, ce qui est très important, c'est de croiser l'information de plusieurs personnes, et bien de se dire, non, bon, c'est relatif. C'est complètement relatif. Voilà. Vraiment se détendre par rapport à ces sujets-là. Et les critiques constructives, alors tu disais que toute critique, tout à l'heure, tu disais... Alors, les critiques constructives, le terme critique pour moi est obligatoirement négatif. D'accord. Voilà. Bon, après, on est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, pour moi, une critique, elle est négative. Par contre, je ferai vraiment la différence entre critique et analyse critique. Là, l'analyse critique, puisque c'est une analyse, je vais avoir le bon, le moins bon, le pour, le contre. Je fais une analyse. Et le fait de rajouter analyse critique, c'est pas la même chose que critique qui est dure, quoi. Voilà, c'est une critique. Non, une critique positive, non, ça s'appelle un compliment. Ah, joli. Ça s'appelle un compliment, tout simplement. On va maintenant parler de la médisance. Alors, je vais vous dire la définition que j'ai trouvée. La médisance est une affirmation par laquelle on rapporte le mal que l'on sait ou que l'on croit savoir sur une personne. La médisance a souvent de lourdes conséquences. Elle provoque des blessures sur lesquelles peuvent se greffer rancœur, amertume et porter ainsi préjudice à la personne concernée. La médisance n'est pas seulement une parole méchante en soi, elle peut aussi être une parole vraie, dite avec une mauvaise intention. Alors moi j'ai eu une expérience étrange justement puisqu'on parlait de guérison spontanée ou autre à l'intérieur de soi. J'avais lu une séance de méditation dans un livre, je ne sais plus lequel. C'était très beau, on nous disait au moment où on se relaxe le soir de penser que l'on va dans un endroit de guérison tout en jade, on se met sur la pierre de jade, on reçoit les vibrations guérissantes de cette couleur verte. Et à cette époque-là, j'avais une douleur sur le côté droit, que je n'arrivais pas à guérir, je n'avais pas allé voir les ostéopathes et machin, il n'y avait rien qui faisait rien. Et je me suis réveillée le matin, il n'y avait plus la douleur. Mais juste avant le réveil, j'ai entendu, en rêve, quelqu'un qui disait « Voilà, tu es guéri, mais ça vient des médisances qui étaient faites sur ton couple. Ouais. » Sur ton couple, il y a encore une histoire de... Il y a encore... Donc, ce qui veut dire que cette médisance, cette parole méchante qui est envoyée, elle peut avoir des répercussions physiques sur le corps parce que c'est une vibration. Et voilà, est-ce que vous avez eu des exemples de médisance? Il y a des gens dont c'est l'occupation principale parce que critiquer et dire du mal d'autrui, c'est une manière de faire la conversation, quoi. Ils ne se rendent absolument pas compte du mal que ça peut faire à eux-mêmes et aux autres parce qu'ils sortent cette énergie négative, donc ça leur fait du mal à eux-mêmes aussi. Et ça peut faire beaucoup de mal autour, c'est très destructeur, quoi. C'est une première arme. Vous en avez eu des exemples, des expériences comme ça? Il y en a beaucoup, des problèmes de médisance. Et moi, je crois que... C'est une occupation. C'est un passe-temps, je veux dire. Oui, mais moi j'irais plus loin parce que je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte vraiment de l'impact et de la portée, sinon ils ne le feraient pas. Parce que si on leur disait que ça leur fait du mal physiquement. Oui, c'est un côté boomerang cette affaire-là en fait. Plus ils vont envoyer, plus ils vont recevoir. Voilà. Donc en fait, ils vont recevoir que du négatif et de la douleur et de la souffrance. Alors que si tu vas dans l'autre sens, bah, tu vas recevoir la même dose, mais ils ne le savent pas. Non, ils ne le savent pas. Et c'est très... Ça dépend de qui le savent. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent. Ça leur fait tellement plaisir. C'est une projection. Mais moi, en tout cas, je peux dire que dans la majorité des gens que j'ai connus qui étaient médisants envers moi ou la radio ou mes activités, j'avais l'impression que c'était pas vraiment volontaire et conscient, qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte de la portée du mal qu'ils pouvaient apporter, donc qu'ils pouvaient s'apporter en fait.
Et après, on en revient un peu à ce qui avait été dit tout à l'heure. On revient sur le travail intérieur, sur pourquoi on a tous des activités qui sont des activités communicatives. Parce que la parole est véhicule de... Voilà, la parole crée. Il faut qu'on soit, qu'on essaye plutôt, difficile, d'être plus ou moins en harmonie avec soi-même pour pouvoir aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer soi. C'est ça. Absolument. L'exemple que tu disais tout à l'heure de ce garçon là, qui te disait que tu étais moche quand tu avais 14 ans, c'est un exemple qui est typique de ça. Et tu l'as cru pendant des années. Bien sûr. Le pire, tu l'as cru. Oui, je l'ai cru. Et pourtant, c'était faux. Et la preuve, il suffit de te voir pour s'apercevoir. Non, mais je veux dire par là, c'est que tu as cru quelque chose. J'ai grandi avec ça. Tu as grandi avec ça. Ça fait très mal. Et surtout que c'est quand même c'était un âge charnière. En plus. L'adolescence. L'adolescence. Et je pense non, mais il n'était pas conscient, le gars qui a fait ça du tout. Parce que s'il avait mais je pense que la médisance, moi, c'est un truc que j'essaye de combattre. Enfin, de combattre, je ne combats pas, mais j'essaie de travailler là-dessus, en fait, pour être plus exact. C'est-à-dire, quand tu entends des médisances autour, tu changes la conversation? Non, j'essaye moi-même de faire très attention quand je discute avec quelqu'un, à ne pas rentrer dans le jugement. C'est très facile de rentrer dans le jugement. C'est contagieux, c'est parce que c'est contagieux. Et c'est très difficile, en fait, de ne pas rentrer dans le jugement. Et ça, c'est une expérience que je peux avoir, parce que mon activité me permet de rencontrer vraiment des gens très différents, et je fais très attention. C'est pour ça que je suis beaucoup dans l'écoute, en fait. J'aime écouter, parce que mais c'est pas du jugement, l'écoute. Non, bien sûr. Ça permet de savoir comment on peut s'interconnecter avec la personne ou les personnes qui sont en face, en essayant toujours d'aller sur l'harmonie. Moi, j'essaye toujours ça. Et c'est pas venu comme ça. Des années que je travaillais dessus. Mais c'est grâce aux gens comme vous, aux gens que j'ai rencontrés depuis quelques années, par mon activité, j'ai forcément... J'en discutais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait « Mais t'es plus le Néo que j'ai connu ». Et j'ai répondu tout simplement parce que t'as pas connu Néo. Néo n'existait pas. Tu as connu ma vraie identité, mon vrai prénom, mais Néo c'est un pseudonyme, mais qui n'est pas si pseudonyme que ça, parce que c'est une renaissance. Néo, ça veut dire nouveau. Voilà, en plus, oui. Ça a pas été, on me l'a donné, c'est pas moi qui l'ai choisi. D'accord. C'est marrant. On me l'a donné. Mais il y a tout ce travail-là qui est... Et la médisance, il y a beaucoup de gens qui sont médisants. C'est ça. Et non, parce que c'est une occupation. C'est cruel. C'est cruel. Ça peut faire très mal. Ça peut aller même jusqu'au suicide. Absolument. Ça peut tuer des gens. Il y a des jeunes qui se sont suicidés à cause de la médisance. Il y en a beaucoup. Maintenant, ça prend des proportions. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose de terrible. Ça peut détruire beaucoup de choses. Des vies. Beaucoup, des familles, des amis, des amitiés, des couples, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai beaucoup vu dans le domaine du spectacle. C'est une manière, tu bois un verre et puis tu déblatères. Oui, c'est ça. C'est une occupation sociale, une occupation sociale. Oui. Et les gens n'ont pas du tout conscience. Ils n'ont pas conscience de la portée des mots. De la portée de leurs mots sur eux-mêmes et sur les autres. Mais sur nous aussi. C'est-à-dire que nous, si on a le malheur d'écouter les médisances, ça nous pollue. Bien sûr. Moi, je veux pas. Moi, je n'aime pas que quelqu'un critique quelqu'un d'autre devant moi, parce que ça me pollue et je vais parler. Je vais dire, mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont médisants, par exemple, par rapport aux enfants autistes, aux enfants handicapés, aux personnes malades. Moi, au contraire, je vais aller vers ces enfants qui sont handicapés. J'aime beaucoup être près d'eux parce que j'apprends énormément avec eux et ils sont tellement remplis d'amour, alors que ces personnes qui n'ont pas de problème de santé et qui vont être médisants vont attaquer des âmes pures. Pour moi, ce sont des âmes pures. Je ne peux pas rester à côté des gens qui sont médisants. Je ne supporte pas. Oui, il y a le mépris d'un côté, c'est un peu le dédain, le mépris de l'autre, de celui qui n'est pas dans la norme. C'est ça. Et il y a aussi la jalousie.
Il y a deux phénomènes au niveau de la jalousie. C'est-à-dire, au départ, c'est le mépris, c'est on ne fréquente que les gens parfaits, ils sont un moule et il n'y a que cela. Et de l'autre côté, la jalousie un peu de la personne. Et là, la médisance, c'est une portée, mais dingue. Ça peut détruire. Souvent beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Le phénomène le plus important, c'est la jalousie dans la médisance, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la critique. Quand tu croises quelqu'un qui te dit mais tu sais ce que l'on dit sur toi. Voilà. Ou tu as vu ce que m'a dit un tel, etc. Mais c'est vrai. Ça peut détruire des carrières. Oui. Et moi, quand on me parle de quelqu'un, du mal de quelqu'un, je tombe des nues. Je me dis à ce point, comment la personne peut me dire autant de choses? Mais et là, ça tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps. Il y a la calomnie aussi. Hein. C'est un peu la calomnie. La calomnie, c'est un degré encore. La calomnie, je vous lis la calomnie, c'est presque, je ne sais pas, sur le plan juridique, presque. Tu vois, il y a une histoire de loi. C'est ça, c'est pas la même chose que la médisance. La médisance, c'est de la spontanéité. C'est on détruit quelqu'un avec une image. Voilà. Alors, la calomnie, c'est une critique injustifiée et mensongère inventée dans le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. La renommée. Voilà. En ce sens, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. Et donc là, on voit ça tous les jours à la télé avec tout ce qui se passe là. Oui, en ce moment, il n'y a que ça. En ce moment, il suffit de payer quelqu'un et dire vous allez dire, vous allez le mettre sur un blog, il a fait ça, il a dit ça, etc. Mais là, c'est détruit. En politique, ils le font beaucoup, je crois. Je pense qu'ils le font un peu partout. La médisance, ça ne va pas c'est-à-dire jusqu'au point où il y a un truc juridique, quelque chose qui peut, on peut porter plainte, etc. sur la médisance. Mais la calomnie, oui, la calomnie, c'est passible de. Calomnie, bien sûr. Mais comment a-t-on des preuves? Par des témoins, par des papiers, il y a des, je sais pas, il y a des gens qui reçoivent des lettres d'insultes par ça. Où on va détruire quelqu'un, l'image d'une personne auprès d'une autre qui peut elle témoigner. Mais c'est passible au niveau... Alors, comment on réagit à ça, aux autres en tant que thérapeute? On va écouter le témoignage de Xavier Gouraud, il donne des indications par rapport à ça. Mais vous avez été en contact avec la calomnie? Moi, personnellement, non, mais en écoutant ça, j'étais en train de me dire que... Moi, j'ai arrêté de regarder la télévision il y a à peu près une dizaine d'années. Ah oui. Classique, hein, je parle. Je parle pas des... Tu regardes Internet. Oui, les vraies télés, quoi, comme ici, par exemple. Mais, donc, j'étais en train de me dire, en écoutant ça, ah bon, on en est à ce point-là. Et pourquoi j'ai arrêté de regarder la télé? Tout simplement parce que toutes ces choses négatives, la médisance, toutes ces choses-là, si elles me sont envoyées, si je les prends en pleine face, je ne peux pas faire un travail, et ça fait une espèce de voile. Et je pense que j'ai pas mal évolué dans ma vie, parce que j'ai supprimé ça. Et en écoutant ce qui était dit là, je me dis, il y a des gens qui me diraient, ah ouais, mais tu passes à côté de quelque chose, parce qu'il y a des gens, ils voyeurisme, ils adorent ça, ce genre de truc. Et là, je me rends compte que, en fait, je me mets un bouclier. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder la télé. Je parle de mon expérience à moi. Moi, j'ai décidé ça. Tu te protèges de ça? Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était nocif. Que le meilleur moyen de gérer mon information et de gérer ce que je vais faire, c'est de me la fabriquer moi-même, puisqu'on a les outils pour le faire aujourd'hui, et pas de prendre des choses imposées. Et c'est vrai que j'ai l'impression, le peu de fois où je me retrouve chez des gens qui regardent la télé, des trucs, de tomber sur des matchs de... Je ne sais pas, il y a une confrontation. C'est ça. Et le problème, c'est ça. On ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'on gagne au bout du compte? Rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne au bout du compte? Et c'est vrai, en fait, ce qu'il dit, c'est que rien que ce matin, je voyais un problème sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, les réseaux sociaux, c'est le lieu où il y a beaucoup de négativité. Exactement. Oui. C'est un déversoir, mais en fait, c'est presque un combat de coq entre différentes personnes pour, par exemple, défendre une personne qui a été ou non calomniée. Ça, je ne le sais pas. Et en fait, ça engendre de la violence. Et je me suis juste permise d'intervenir dans le sens où ça commençait à monter. C'était plusieurs personnes. Et là, j'ai dit juste une chose.
Je suis dans le non-jugement, je ne détiens pas la vérité, je n'ai ni entendu ni vu. La vérité se fera, elle sera un jour ou l'autre, mais si je rentre dans « oui, mais il faut dénoncer », non, je dénonce rien. Je dénonce pas parce que je ne sais pas. Oui, je ne vais pas dire quelque chose que je ne sais pas. Alors ce qui est important, encore une fois je l'ai dit, le plus important c'est quoi? Si je suis contre par exemple des calomnies ou quoi que ce soit, c'est par mon bon comportement, ni plus ni moins. C'est-à-dire que, ok, tu es contre cette société, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour cette société? Dans ce cas-là, par ton bon comportement, par tes actions, un peu ce qu'on fait, le fait de faire du bien, d'agir pour la paix, c'est ma façon de répondre à ça. Parce que si je vais réagir comme eux, en train d'insulter l'autre, ou alors de critiquer son physique et je sais pas quoi, je dis, mais on va où là? Pourquoi on commence à critiquer son physique? Et là, ça devient, je dis, écoutez, moi je ne supporte pas ça, dans le sens où ça me pollue, et j'ai pas envie qu'on me pollue. Et il faut savoir se protéger. Parce que quand quand nous sommes dans l'envie de transmettre des belles vibrations, il faut avoir notre jardin secret. Et il ne faut surtout pas que ces vibrations négatives nous atteignent. Donc parfois, je m'éloigne de ça. Toi, tu réponds, tu rentres dans les réseaux sociaux, oui, conversation. Parfois, je réponds, et parfois, je réponds pas. Parce que après, ça devient... Je me suis fait attaquer, moi aussi. Hein. Je me suis fait attaquer aussi. Hein. Donc, et pareil, on m'a calomnié. Ah oui. On m'a calomnié, on m'a insulté, on m'a fait sortir de je sais pas quoi, et on m'a critiqué. Et en fait, j'avais même fait une vidéo, tu l'avais vue, et j'avais été dans le non-jugement. C'est pas grave, je vous aime. Waouh. Et je leur ai dit, je vous remercie. Voilà. Et je lui ai dit, je vous remercie. Au contraire, si j'ai fauté, c'était à la suite des Folies Bergères, qui a fait donc ton grand spectacle, qui a été très apprécié. Et c'était pour la paix. Absolument. Ben oui. Et on a remis les coupes, pour la paix. Et d'ailleurs, le public était vraiment enthousiaste parce que c'était... Elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser parce qu'elle a serré la main et parlé à Boujna et à Enrico Macias. Et elle s'est fait agresser par une population... T'as pas le droit. Non, parce que ce sont des juifs, parce que ce sont... L'autre, il est pour Israël, parce que les gens n'ont pas le droit d'avoir... oui, et puis elle est musulmane, elle n'a pas le droit. Non, mais c'est pas tellement par rapport au fait qu'elle soit musulmane, c'est parce que c'est juste parce qu'elle a serré la main. Deux personnes ne sont pas aimées par une certaine catégorie. Et puis il faut savoir que moi, je n'ai pas de jugement à émettre, et dans le sens où, en tant que... Là, je suis plus naturopathe, mais là, j'ai plus mon rôle dans le journalisme. Et donc, en fait, je prends toutes les personnes qui étaient présentes. Bien sûr. Et donc, ça n'a pas plu à certaines personnes. Elle s'est fait insulter. Mais voilà, après... ça lui a fait très mal. J'imagine. Au début, ça lui a fait très mal. Parce que très mal. Oui, parce il n'y avait aucune raison. Parce que... oui. Ce sont des choses qui, malheureusement, dans l'activité de radio journaliste, arrivent... malheureusement, ça arrive. Je ne dirais pas fréquemment. Oui. Moi, j'ai eu ça. Ça arrive, oui, bien sûr. On m'a dit de me taire, on m'a envoyé qu'il fallait... Mais très méchamment. Très méchamment. Qu'on n'aimait pas du tout ce que je faisais, qu'il fallait que je me taise, que c'était... voilà. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, en fait, qui pour moi est très important. Je crois qu'il faut... Moi, je ne suis pas contre les choses. Je suis pas contre la guerre, je suis pour la paix, par exemple. Parce que c'est positif. Et, non, mais c'est vrai. Tout le temps. T'arrives à le faire tout le temps? J'arrive pas à le faire tout le temps, mais j'y travaille. Et ça, c'est le vrai travail. C'est-à-dire que tu ne laisses pas passer par toi des messages comme ça. J'essaie de le faire. Non, on ne peut pas réussir tout le temps, sinon on serait déjà en lumière. C'est important aussi de passer un peu ce message en disant soyez pour les choses plutôt que contre. Ah, bien sûr. Voilà. Pas dans la guerre. Pas dans la guerre ou pas contre. Souvent, on entend ça, je suis contre cette personne. Moi, j'aurais tendance à dire je suis pour rencontrer nourrir ce qui va bien. Et laisser de côté le reste. Ça, c'est comme dans la technique quand on prendre le meilleur et laisser de côté ce qui va. Quand on élève les dauphins, c'est des techniques de dressage des dauphins. Donc, quand ils font bien ce qu'on leur a demandé, on leur donne un petit poisson, une récompense. Et s'ils ont mal fait,
on ignore. Donc ils n'ont pas d'attention, on ne leur donne pas d'attention. Donc ça ne nourrit pas ce côté-là. Mais ça marche pour les enfants et pour tout le reste. Hein. Et c'est une technique magnifique, magnifique qui marche. Donc là, on nourrit ce qui va bien. Ça. On fait que ce qui va bien va pouvoir croître. Tandis que ce qui ne va pas bien, ben, on n'en parle pas. C'est ça, ne jamais nourrir le négatif. C'est ça. C'est ça le plus important. Et puis on en revient à ce que tu disais par rapport au spectacle des Folies Bergères, où dès l'instant tu as un métier, tu fais une activité plutôt quand même publique. Je veux dire, les gens ils arrivent avec leurs œillères. Ils pensent qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Sur la politique par exemple, tu n'adhères pas à toutes les personnalités politiques, mais tu es tenu d'aller les interviewer pour avoir... c'est pas parce que tu aimes telle et telle personne que tu vas l'interviewer. Moi aussi je suis dans la presse moi les articles c'est selon la personne, selon le moment, selon le moyen, selon... C'est pas, on va pas rencontrer que les gens que l'on aime, ou à qui on ressemble, ou auxquels on adhère. Oui, on côtoie tout le monde. Et puis en fait, il y a aussi... Mais ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, certains ne comprennent pas. C'est là où il y a un travail d'éveil. Déjà, voilà, c'est ça, tu disais tout à l'heure, tout est au commencement, en fait, il y a tout un cheminement que tu dois faire par rapport à tout ce que tu veux. C'est pas évident. Mais il y a beaucoup de travail encore. Beaucoup de travail encore. Énormément, parce que malheureusement, il y a certaines personnes en fait qui veulent nous conditionner à être comme eux. Alors que ça, c'est quelque chose que moi, je suis telle que je suis. Et me conditionner, non. C'est fini. C'est fini. Les étiquetages, ça marche. Étiquetage, c'est fini. Programmation négative, c'est fini. Erroné, c'est fini. Tout ça. Il faut, voilà. Fausse croyance, c'est fini. Fausse croyance, c'est fini. Il faut vraiment être ce que l'on est. C'est-à-dire vraiment transmettre. Dans sa plus haute expression. Voilà, exactement. Et le meilleur de soi-même dans sa plus haute expression. C'est ça le plus important. Et ça veut dire s'aimer. S'aimer. Et comme je dis toujours à ceux qui m'écoutent, vous m'aimez, tant mieux, vous m'aimez pas, tant mieux aussi. Parce que le plus important, c'est pas de m'aimer, mais c'est d'évoluer. C'est surtout ça. Moi, j'ai une petite phrase à donner qui fonctionne très bien quand il y a eu ce genre de choses. Mais ça fonctionne aussi par rapport aux événements ou par rapport aux personnes difficiles qu'on peut rencontrer. C'est... voilà, donc toi, tu as été attaqué par ces personnes-là, tu connais leur prénom. Oui. À peu près. C'est de dire l'univers les bénit et les enrichit. En toute chose, ils sont guidés et inspirés. Je rends grâce, je remercie de ce que la loi cosmique agisse à travers eux, en eux et pour eux. Et ça, en fait, tu vas élever la vibration parce que tu vas faire ce que tu disais. Tu leur restitues de l'amour qui va pouvoir les aider à prendre conscience. Et à chaque fois qu'on y pense, mais c'est ce que j'ai fait à travers la vidéo. Et en plus, il y en a qui se sont excusés. Ah, voilà. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris. Et après, ils se sont excusés. Elle a dit « je vous aime ». Voilà, je leur ai dit ça. Je leur ai dit « je vous aime ». Et en fait, en message privé, certains se sont excusés. C'est très bien, tu as gagné. Donc voilà. Et la lumière a gagné. Voilà, c'est ça le plus important. C'est que... Ils ne sont peut-être pas habitués à ce qu'on leur dise ça. Non, ils sont pas habitués. Non, pas du tout. Les gens, non, sont pas. C'est du manque d'amour, en fait. En fait, plutôt, ils arrivent avec pas de la haine, mais des trucs, et toi, tu arrives, je vous aime. Ça déstabilise tout, en fait. Mais oui. C'est ça qui est génial. Et c'est une réalité, en fait. Je disais, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, je vous aime, qui vont se faire attaquer, qui vont dire, oui, je vous aime, mais hypocritement. Moi, c'était vraiment pas de l'hypocrisie. Non, ça sortait du cœur. Vraiment, ça sortait du cœur. Je vous aime, parce que grâce à vous, je grandis, j'apprends à me connaître. Et en fait, même si sur le coup, ça m'a fait mal, parce que c'est vrai que sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me dis, oh, on dirait, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, c'est là où je me dis, tu as deux solutions, Inda. Soit tu réagis dans la colère et la violence, ou soit tu réagis tel que tu es réellement, c'est-à-dire dans l'amour, et tu transmets l'amour. Et bah, c'est les plus belles vibrations, parce que c'est ce qui a marché. Voilà. Et toi, tu fais comment? Moi. Parce qu'on a eu ce genre de... quand on a commencé... Ah bah oui, toujours, les critiques. Et surtout, non, la calomnie. La calomnie, je veux dire. Oui, on en a eu. Oui, mais moi je réagis... Parce que c'est une arme, ils utilisent ça aussi comme une arme par jalousie pour détruire, beaucoup etc. par l'indifférence. Ah, tu réagis par l'indifférence? Beaucoup, la plupart du temps. Sinon, je prends la personne à... Quand je réagis par l'indifférence avec certaines personnes, et la plupart d'ailleurs. Parce que je sais qu'elles ne sont pas capables d'écouter, d'entendre.
Donc, ni de dialoguer, ni de s'expliquer. Donc, c'est l'indifférence totale. Celle qui n'a rien entendu, rien. Je suis hermétique. Et sinon, par le dialogue. Ouais, c'est-à-dire, les réactions, alors, les réactions, bon, parfois je réussis à les persuader, et là j'ai atteint un pas important. Et ces personnes reconnaissent qu'elles ont raconté des bêtises? Oui, ou se justifient par quelque chose. Se justifient. Ah, mais j'ai entendu dire que... Oui, mais on m'a dit comme ça, c'est pas ça que j'ai compris. C'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout, voilà. C'est ça. Ou bon, ils se justifient. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Non, mais la calomnie, c'est quand même hyper grave. Et c'est passible, c'est la loi, c'est tout. Il y a une histoire de... Oui, parce que là, non, la calomnie, ça peut tuer. On connaît les lettres anonymes et tout le reste, où ça peut mener. C'est un délit. Un délit devant la loi. Là, il y a des personnes négatives qui sont nées comme ça, qui n'ont pas réussi à changer et être tout le temps nuisibles aux autres. Oui, mais... Malheureusement, oui. Par ennui aussi, il y a des gens... c'est leur vocation. Qui sont là... Oui, vocation première, nuire aux autres. C'est leur passe-temps. Voilà, au lieu de faire quelque chose... Et c'est toujours par rapport à l'image. C'est un peu l'image que l'on donnait des concierges, les concierges qui blablabla, et qui colportent des bruits, colportaient des médisances. Et que le temps perdu. Pour faire du mal. C'est leur temps. Ils meublaient leur temps par ça. C'est des gens oisifs un peu. Oui, bon, on en entend sur les personnages publics. Hein. On dit il a fait ceci, voilà. Là, on lui sort tout son truc. C'est pas son fils, il l'a acheté, etc. Il a acheté. On sort un bruit. C'est pas une femme, c'est un homme. Oui, ça se répète. Ça, il y en a eu exemple chez là, toute sa vie. Voilà, ça c'est l'image détruite. Détruite depuis le début. Bon, elle s'est reconstruite parce qu'elle est forte, mais c'est quelque chose. C'est vraiment un défi. Toute une famille. Un enfant. Une personne qui est très, très fragile. Quelqu'un de fragile peut... ça se répète partout. Bah oui. Et le pire, c'est que les gens, ils gobent ça. Ah mais oui. Moi, j'ai rencontré plein de médecins qui avaient assisté à l'opération. Mais c'est pas vrai. Ou des gens qui connaissaient le médecin qui avait opéré. Oui, etc. bien sûr. Vous n'en avez pas entendu? J'en ai rencontré 4-5 qui m'ont dit « Ah non, mais moi je sais, j'ai la preuve. » J'étais là. Oui, il y a des gens qui étaient là. Voilà. C'est gravissime, ça. C'est la calomnie. Cosmique, comment t'es dit? Cosmique. Ah. Moi, je trouve que c'est tous ces gens qui sont... Mais pas cosmiques dans le bon terme. D'accord. Tu veux dire Ils sont... on ne sait pas sur quoi ils sont. Sur une autre planète. Ouais. Leur planète, c'est la médisance. C'est le quand dira-t-on, le ta-ta-ta-ta-ta. Je pense qu'eux, ils ont vraiment du boulot, par contre. Oui, ils ne s'en mettent pas. Non, c'est sûr. Parce qu'ils se remettent en question, parce qu'ils n'ont pas le temps de méditer. C'est colporté. Vous êtes là pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on va écouter Xavier Gouraud, hypnopraticien, qui lui va conclure là-dessus. Et ensuite, on aura une chanson, c'est laquelle? Ah, Dans l'amour. C'est pas une de tes préférées, celle-là? Ah mon Dieu, oui, c'est ma préférée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que seul l'amour guérira nos cœurs et nos âmes. Et guérira aussi les personnes justement qui sont médisantes. Parce qu'encore une fois, moi, j'essaie de trouver toujours le positif en chacun de nous. Et de jamais être dans le jugement et de jamais condamner une personne, parce que même une personne qui vit par exemple dans la médisance, le jour où elle rencontre l'amour, elle peut se transformer et combattre elle-même la médisance. Donc c'est pour ça qu'il est important justement d'être dans le non-jugement et de se dire que tout le monde peut guérir. Mais une personne qui est en souffrance va malheureusement être médisante ou faire du mal, parce qu'il y a la plupart du temps un manque d'affection. C'est le manque d'amour qui fait que la personne va devenir aigrie ou méchante. Mais si on transmet de l'amour, ça transforme les âmes. Et c'est pour ça que cette chanson, Dans l'amour, c'est ma préférée. Merci. Je t'emmènerai au bord de l'eau pour te parler de nos vies. Je te dirai tout bas ces mots
qui me viennent du paradis. Je t'emmènerai au bord de l'eau pour te parler de nos vies. Je te dirai tout bas ces mots qui me viennent du paradis. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. Cette lumière-là, c'est ton âme que je vois, même si je ne sais rien de toi. Je t'emmènerai au bord de l'eau pour te parler de nos vies. Je te dirai tout bas ces mots qui me viennent du paradis. Peu m'importe si je rêve, si j'invente tes couleurs. Cet amour qui nous soulève nous emporte au grand bonheur, nous emporte au grand bonheur, nous emporte au grand bonheur. Et peu m'importe que tu vives sur un autre plan là-bas, cet amour qui nous arrive nous emporte loin du froid, nous emporte loin du froid, nous emporte loin du froid. Je peux être une femme avec toi, me reposer dans tes bras. Tu peux être un homme avec moi, te reposer dans mes bras. Tu vois en moi la déesse à la puissance qui guérit. Je vois en toi les prouesses de l'homme-dieu qui me ravit. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. Cette lumière-là, c'est ton âme que je vois, même si je ne sais rien de toi. Je mettrai ma jupe de soie mauve, mes sandales fauves d'Italie. Je m'habillerai de joie qui sauve, de cet amour qui bénit. Peu m'importe si je rêve, si j'invente tes couleurs. Cet amour qui nous soulève nous emporte au grand bonheur, nous emporte au grand bonheur, nous emporte au grand bonheur. Et peu m'importe que tu vives sur un autre plan là-bas, cet amour qui nous arrive nous emporte loin du froid, nous emporte loin du froid, nous emporte loin du froid. Je peux être une femme avec toi, me reposer dans tes bras. Et tu peux être un homme avec moi, te reposer dans mes bras. Tu vois en moi la déesse à la puissance qui guérit. Je vois en toi les prouesses de l'homme-dieu qui me ravit. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. Cette lumière-là, c'est ton âme que je vois, même si je ne sais rien de toi. Je mettrai ma jupe de soie mauve, mes sandales fauves d'Italie. Je m'habillerai de joie qui sauve, de cet amour qui bénit. Je mettrai ma jupe de soie mauve, mes sandales fauves d'Italie. Je m'habillerai de joie qui sauve, de cet amour qui bénit. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. On ne compte pas les jours, on se baigne dans l'amour. Cette lumière-là, c'est ton âme que je vois, même si je ne sais rien de toi. La médisance, c'est quelque chose de destructeur et extrêmement puissant. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que tout part de nos pensées. Et nos pensées sont extrêmement puissantes. Nous sommes dans un univers où les pensées impactent. Et le fait d'avoir plein de personnes qui ont des pensées négatives sur telle ou telle personne, ça va en effet avoir un impact. Ça va avoir un impact parce que nous sommes quelque part tous connectés et la personne va recevoir tel un entonnoir, va recevoir toute cette énergie. Alors, on en parlait, il y a évidemment des pensées créatrices, des pensées positives
eh bien il y a des pensées destructrices, pas uniquement pour les personnes qui pensent comme ça, mais aussi pour l'entourage et de façon soit directe ou indirecte. Vraiment, il y a des effets ricochets. Donc la médisance est en effet extrêmement destructrice, très très destructrice. Et le gros problème de la médisance, c'est que bien souvent la personne cible n'est pas au courant, dans un premier temps. Quand elle commence à être au courant, ça y est, c'est quelque part, c'est mieux, parce qu'elle va avoir de la prise, exactement, elle va pouvoir se défendre. Mais la médisance, c'est quelque chose, je crois que la nature humaine, l'espèce humaine est vraiment fantastique. Malheureusement, elle a ses côtés sombres, et la médisance, c'est quelque chose de vraiment très très sombre. C'est quelque chose qu'on devrait s'interdire. Oui, voilà. Et qui peut donc créer des malaises, des maladies, des problèmes physiques dans le corps. Tout à fait. Vous allez avoir des répercussions sur la vie des gens. Il y a vraiment un travail de sape. C'est vraiment comme un courant d'eau dans un fleuve qui va saper les piles d'un pont. Et ça sape, on ne s'en rend pas compte. Et d'un seul coup, le pont s'effondre. La personne, à un moment, le vit dans son corps et dans sa vie, et elle se met à souffrir. Donc la médisance, c'est quelque chose de très très toxique. Les gens qui médisent, je les invite, des fois c'est inconscient, hein, là aussi tout plein de bienveillance. Hein. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. D'abord, ils ne savent pas l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres personnes. Après avoir entendu l'émission, ils le sauront. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent plus. Oui. Donc s'inviter, dès lors où on commence à voir, juste en pensée, il n'y a même pas besoin de parler, juste en pensée de la médisance, c'est de se dire stop, je vaux bien mieux que ça. Parce que quand je suis en train de médire, je médis sur moi, je me fais aussi du mal. Je ne suis pas en train de construire quand je médis, je ne suis pas en train de créer, je suis en train de m'effondrer. Donc de s'inviter, si voilà, par les expériences qu'on a pu avoir certains automatismes non conscients, comme je le disais tout à l'heure, de se dire stop, stop et stop, j'arrête. Si cette personne-là ne m'intéresse pas ou si je n'ai pas d'atome crochu, je reste neutre, je ne dis rien. Oui, tu veux dire en fait que cette énergie qu'on sort en médisant, oui. C'est une énergie négative, donc comme on la génère en fait, oui. Et elle nous fait du mal à nous. Elle nous fait du mal, exactement. Elle nous fait du mal. Ah oui, c'est très important. Les grands sportifs savent beaucoup la puissance de la parole et de la critique et de tout ça, parce que j'avais entendu, je ne sais plus qui c'était, une interview, je l'ai lue, je ne sais plus dans quel magazine, et une grande sportive disait « On m'a appris en compétition à attaquer en parole, verbalement, donc les adversaires, en leur faisant des critiques sur leur corps, des critiques physiques, parce que ça enlève l'énergie à l'autre, et donc comme ça, je suis sûre de gagner. Oui. Donc on leur apprenait ça en cours. Oui. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Parce que c'est dramatique. C'est dramatique aussi. Parce que ce que tu dis, Hélène, c'est la vérité. C'est la vérité. On peut prendre l'énergie d'une personne en quelques instants. Vampirisme. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc apprendre ça pour écraser les autres pour et gagner, émerger. Pour gagner. Bon, c'est très bas. C'est vraiment, c'est vraiment très très bas. Mais c'est enseigné. Ah, c'est enseigné. C'est enseigné, puisqu'elle le disait. C'était quelqu'un de connu. Hein. Voilà, et donc la calomnie, bien sûr, c'est pire. Ah bah là, la calomnie, là, on est dans le stade supérieur. Moi, j'ai pas de mots là-dessus. Hein. Je vais reprendre ce que j'ai dit précédemment. C'est que plus je vais calomnier chaque personne qui calomnie, se calomnie elle-même. C'est clair. Elle envoie de l'énergie négative, mais cette énergie négative passe dans ses pensées, dans son corps. Donc à un moment, les gens qui sont sur ce mode de communication, moi je vous invite les uns, les unes, les autres à regarder ces gens qui sont comme ça. Leur corps se flétrit. Ça se flétrit à un moment. Oui. On ne peut pas être souriant quand on calomnie. C'est pas possible, ou quand on médit. C'est pas possible.
ou alors ça va être des rictus, ça va être des faux sourires, ça va pas venir du cœur, donc, ou alors le cœur est complètement asséché. Donc on va avoir des gens qui, lorsqu'ils ont ce mode de communication-là sur la durée, eh ben, ils se détruisent. Ils se détruisent. Ils se détruisent. C'est très utilisé de nos jours en politique et ailleurs, et avec Internet, et c'est vraiment l'arme. C'est détruire l'image, parce que comme ça on détruit la personne. Tout à fait. Toujours. On détruit la personne. Et ce qui est dramatique, nous en parlions là à l'instant, ce sont les fakes. Toutes les fausses informations qui sont générées juste pour faire du trafic. C'est monstrueux. Enfin, moi, j'ai pas de mots pour ça. Après, la réponse, plus il y a du monde, plus il y a de l'énergie négative qui est contre moi, et plus pour m'en sortir, plus ça va être compliqué malgré tout. Il faut quand même avoir conscience que si on parle par exemple d'un fake qui est planétaire, où vous avez des dizaines de millions de personnes qui voient ça et qui y croient et qui rigolent, bon, pour remonter ça, oui, c'est... Oui, bah, la personne, elle peut être complètement démolie. La personne peut être vraiment démolie. Alors, j'ai vu aussi, j'ai lu ça dans un article, quand il y a burn-out et dépression, c'est que la personne a deux choses en même temps, culpabilité et dévalorisation. Oui. S'il n'y a qu'une seule, elle va s'en sortir, mais sinon c'est la dépression ou le burn-out. Comment tu as dû en avoir Oui, alors des gens comme ça qui sont dans un moment de leur vie, un moment dans le creux, et à un moment du tout, là, et à un moment seulement. C'est-à-dire que moi, le message que je passe aux personnes qui viennent me voir et qui me font confiance, c'est que à un moment de leur vie, elles étaient en pleine forme, dynamiques. Donc leur corps, leur vie a connu, leur esprit a connu cet état-là. Donc elles peuvent le reconnaître de nouveau, elles peuvent y revenir. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est toujours momentané, c'est un moment de ma vie. Bon ben voilà, j'ai un défi à relever, c'est lourd en effet, tu évoques les burn-out, des choses comme ça, la dépression. Il s'est passé probablement quelque chose dans ma vie que je n'arrive pas à gérer. C'est ça, la première chose, c'est se raccrocher à un passé que j'ai connu, qui était positif. Quand je suis arrivé sur Terre, j'étais jeune enfant, j'ai eu des moments de joie, de puissance, voilà. Donc, se raccrocher à ça. Et l'autre point, qui est très très important, je l'ai évoqué, c'est tout plein de bienveillance vis-à-vis de soi. Parce que quand je vais être en difficulté, je vais avoir tendance à m'enfoncer encore plus. Tu vois, comment, mais oui, ça m'arrive comme ça, ben, regarde ce que j'ai fait, finalement, je le mérite. Finalement, on entend des gens qui disent « je mérite cet état-là ». Il y a des fois, les gens sont tellement dans le puits qu'ils mériteraient cet état. Mais non, bien sûr que non. Tout le monde mérite le bonheur, la joie, voilà, l'abondance et tout. Donc, pour ces personnes-là, il y a évidemment un message d'espoir. La vie reprend le dessus. Alors, peut-être se faire accompagner, voilà, pour prendre du recul par rapport à la situation. Entendre des mots réconfortants, la force de la parole, s'envoyer des mots gentils et profiter de chaque petit progrès pour se féliciter. On a une partie de notre cerveau qui aime beaucoup les félicitations, voilà, la bienveillance, l'amour. Donc s'envoyer ce sourire, même si à un moment de sa vie on n'a pas trop envie de se sourire. Combien de fois je dis aux gens, combien de fois vous souriez avant de sourire aux autres? Combien de fois vous souriez à vous? Vous passez plein de fois devant des miroirs. Souriez-vous. Regardez comme vous êtes belle, comme vous êtes beau. Regardez ce sourire. Profitez-en. Et ce sourire va vous alimenter. Commencez par un petit sourire si vous êtes un peu vraiment en difficulté. Mais allez-y progressivement. J'aime beaucoup les métaphores. Prenons le cas d'un capitaine d'un bateau qui est en pilotage automatique. Il pense aller, il a un cap et il pense aller à une destination. Ce qu'il ne se rend pas compte, ce qu'il ne sait pas, c'est que son compas est un petit peu déréglé. Oh, pas grand-chose, un demi-degré. Au bout de 10 000 km, à votre avis, est-ce qu'il va arriver à la même destination? Complètement différent. A contrario, si je change un petit peu le cap, progressivement, les choses vont se remettre en ordre. J'entends souvent les gens dire « ouais, il va falloir que je fasse des choses extraordinaires ». Mais non, la méthode des petits pas. C'est-à-dire que pour atteindre un sommet,
on fait des petits pas. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode. Moi qui aime beaucoup la montagne, ça ne sert à rien de faire des grandes enjambées, on ne tiendra pas sur la durée. Donc des petits pas. Et bien dans la vie, quand on a des défis, c'est la méthode des petits pas. Un sourire par-ci, un compliment par-là, une jolie parole. Et voilà, et progressivement, je vais me reconstruire, reprendre confiance en moi, admirer ce corps qui est absolument fantastique, cette vie que j'ai depuis que je suis enfant. Il s'est passé plein de belles choses, se remémorer ces bons moments. Alors peut-être qu'il y a eu des moments un peu difficiles, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'expérience n'est pas tant ce que l'on a vécu, c'est la façon dont on s'en sert. Et toute expérience est là pour nous aider à grandir. Et vraiment, il y a... Enfin, moi, vous pouvez l'entendre, je suis quelqu'un d'optimiste et de quelqu'un qui, qui, par sa parole, porte l'envie d'aller mieux, l'envie de vivre sa vie pleinement. Profitez de cette vie, profitons-en, elle est unique. Ce que j'aime aussi dire souvent aux personnes qui me font confiance, c'est chaque instant que vous allez vivre de votre vie, il ne se reproduira jamais plus. Il est unique. Alors qu'est-ce que j'en fais de cet instant-là? Est-ce que je choisis de le remplir de choses désastreuses, dévastatrices? Ou au contraire, de choses, de bonheur, de joie? On a le choix. On a le choix. Parce que cet instant, il nous appartient. Il n'appartient à personne d'autre. Alors qu'est-ce que je mets dans cet instant? C'est moi qui décide. J'ai choisi ce que j'y mettais, je vous promets. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Si tu veux que moi j'unisse les courants des ondes contraires, si tu veux que j'aboutisse au meilleur de moi, si tu veux que je rassemble pour toi les biens de la terre, si tu veux qu'on vive ensemble pour une vie de joie, glisse en silence sur nos peurs et nos tristesses, glisse